On parle déjà du sujet, fait que commençons rapidement l'épisode. Mais c'est ça, fait qu'on peut parler vraiment de n'importe quoi, tout ce qui est rétro gaming et compagnie, puis on parlait de la boutique. Fait que c'est un curieux rivard spécial rétro gaming aujourd'hui. Avec, vous êtes copropriétaire, c'est ça? Oui. Vous êtes deux, ok. On est trois. Vous êtes trois. On est deux aujourd'hui. Ok, vous êtes deux aujourd'hui. De Rétro Montréal, fait que Fred Gémus et Dominique Bourret. Enchanté, merci de venir au Carré de Sable faire un curieux avec moi. C'est un univers, les jeux vidéo, que je connais, mais à peu près, dans le sens où j'ai gamé un peu dans ma vie quand j'étais jeune, mais j'ai jamais deep dive dans des trucs. J'ai eu des épisodes sporadiques où là, je suis devenu comme, cherchez-moi pas, j'existe pas, puis je joue à quelque chose. Là. Mais j'ai plein d'amis qui sont, puis plein de monde autour de moi qui sont full-on dans le gaming en général, puis les rétro gaming aussi. Puis ça me surprend, c'est une communauté que j'ai de la misère à comprendre, dans le sens où il me semble qu'on avance. Fait que, dans ma tête, c'est pas normal que tu veuilles jouer genre aux vieux jeux qui sont que tu peux pas saver, puis que toutes ces affaires-là, qui sont toutes des trucs qui ont été comme genre inventés par la suite pour comme simplifier la vie du joueur, casual comme moi, là. Permettre aux gens d'aller s'occuper de leur famille un peu, puis vivre. Oui, exactement. Fait que j'aimerais ça juste commencer. Ben, on va installer tout de suite la boutique. Là. Parlons de Rétro Montréal. Fait que ça fait combien de temps que vous avez parti ça? C'est quoi exactement le concept? Puis d'où ça vient? Là? Tu peux peut-être partir la genèse avant que ça soit Rétro Montréal. Ben, en fait, nous, ça fait quand même... Dominique et moi, ça fait à peu près 8 ans qu'on se connaît. Quand j'ai connu Dominique, il y avait aussi des projets un peu... dans le fond, on est des collectionneurs à la base. Et puis, Dominique faisait un peu de vente. Par la suite, moi, j'ai commencé un peu à faire de la vente parce que quand on collectionne, évidemment, l'argent, il apparaît pas par lui-même. Des fois, il faut que tu te débarrasses des pièces, tu fais des échanges, des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai décidé de partir une boutique avec un autre ami, Jonathan, qui est le troisième partenaire maintenant avec nous. Et puis, avec le temps, j'échangeais souvent avec Dominique, puis je lui ai offert, dans le fond, de se joindre à nous. Et puis, ça fait à peu près 3 ans, je pense, c'était au mois d'avril. J'ai regardé sur Facebook un peu aujourd'hui pour essayer de faire un timeline de toute la patente. Okay. Et puis, c'est à peu près il y a 3 ans qu'on s'est associés. Et puis, bon, c'est ça, on a commencé, nous, dans le fond, avec une boutique 100% en ligne qui se spécialisait vraiment dans les jeux vidéo rétro. Par jeux vidéo rétro, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment des jeux vidéo qui sont plus anciens. On parle de génération Nintendo, Atari, Sega Genesis, toutes les cassettes, si on veut. Okay. Et puis, bon, PlayStation et compagnie aussi. Et puis, c'est ça, dans le fond, on a décidé de s'élaborer vraiment comme une boutique en ligne par plaisir, par passion vraiment, parce qu'on aimait ça. Et puis, ça a fait boule de neige un peu dans le sous-sol chez Dominique avec le temps. La boutique en ligne était quand même quelque chose, c'était notre focus principal. Si on n'arrivait pas à setter une boutique en ligne pour vendre le stock, on n'allait pas aller de l'avant, là, dans le fond. Okay. Ça, c'est le nerf. Ça, c'est la base de notre entreprise, dans le fond. C'est pour tester le concept sans avoir de loyer pour commencer, là. Oui, c'est aussi pour des fois, pour que les jeux ils puissent partir plus vite. Les envois par la poste, tu touches pour one-on-one, aller rencontrer du monde dans des stationnements pour aller vendre un jeu, là, c'est pas un concept qui est très payant à long terme, là, disons. Ça prenait une base online et puis ça a été pas mal le fondement de tout. Puis comme Fred il disait, un coup que ça s'était lancé, ça a grossi tranquillement, les ventes par jour, on voit ça popper dans nos téléphones, on gère. Fait que 1 an avant l'ouverture du magasin, qui a eu 2 ans cette semaine d'ailleurs, on faisait ça comme... tout ce qu'on avait, et tout le stock, on allait le porter chez Jonathan. Jonathan, il nettoyait... Non, il y en avait chez Fred. Oui, c'est ça. Jonathan nettoyait. Joe nettoyait et réparait les consoles. Quand c'était prêt, ça allait chez Fred pour les mettre en ligne. Après ça, j'allais les chercher pour les mettre chez nous, dans le sous-sol, pour entreposer et faire le shipping, dans le fond. Okay. Jusqu'à ce qu'il fallait que tu refasses ton sous-sol et qu'il n'y avait plus de place pour mettre de boîte. À un moment donné, le sous-sol chez Dominique, ça avait l'air d'une affaire de film d'horreur, là, où est-ce qu'il y a comme un hoarder qui cache des affaires et c'était rempli de cassettes. C'était beau à voir quand même. C'était beau, c'était un triplex, en fait, qu'on a appelé. Puis c'était une cave là, de 6 pieds qui faisait la moitié de la surface. Sur le béton, j'avais mis des tapis à terre, puis c'était n'importe quoi, du racking qu'il a trouvé dans les poubelles.
Fait que c'est ça. Mais là, on a fait excaver le sous-sol ici. Fait que c'était le deadline. Il fallait que tout sorte d'ici à telle date. Fait que on a magasiné les locaux. Puis on en a trouvé un. On avait trouvé 2. Puis on était un peu frileux. Tu sais, au début, on est comme peut-être qu'il y a juste un petit comptoir de service, pas trop de grosse place, ça va être correct. Puis là, Fred, lui, il a proposé, non, on vise le plus gros local. OK, on a pris le plus gros local, puis on s'est lancé. Puis tu sais, aujourd'hui, 2 ans plus tard, même comme 6 mois après qu'on ait commencé, ce local-là était déjà ben trop petit. OK. Fait que ça. La boutique est née de ce local-là. Puis là, la question que j'ai en partant, c'est comment tu bâtis un inventaire dès le départ? Parce que si tu veux commencer là-dedans, je comprends que vous êtes des collectionneurs, mais votre but, c'était pas d'écouler vos propres collections, j'imagine. Fait que c'était c'est ça. Comment c'est quoi parce que c'est déjà un marché qui existe, fait que tu peux pas juste aller voir des clubs vidéo qui ferment puis faire je rachète tout puis ça existe plus tant. Ça se fait. Mais ça, c'est compliqué. On l'a fait il y a 3 semaines. Ah ouais? Où est-ce qu'on a racheté? 2 fois en 2 ans. Oui, puis mais bon, ça, c'est une autre game. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire parce que là, on parle de. On a racheté, dans le fond, un site Internet qui faisait de la location un peu comme Netflix à l'époque. Le Netflix, les gens sont peut-être moins familiers au Québec avec le concept, mais à la base, c'était vraiment, ils shippaient des DVD par la poste, puis tu les retournais après avoir écouté ton film. Donc, c'était un peu le même principe, mais avec des jeux. Et puis, eux, c'est une compagnie qui a fermé, je pense, il y a 2 ans. Donc, ils ont contacté et tout. Mais bon, ça, on parle de 10 000 jeux à gérer. Là, donc, c'est ça, il n'y avait pas de place dans le sous-sol chez Dominique, c'est officiel. Mais je pense que c'est une affaire récente, tu sais. Ouais. Mettre ça maintenant, vu que l'entreprise est grosse, tu sais, mais au départ, la jeunesse, à l'origine, tu sais, quand tu commences là-dedans, tu n'achètes pas des affaires de même à ce prix-là, là, tu sais. Mais tu continues, Fred, là? Ben, c'est ça, tu sais, comme je disais, on était des collectionneurs à la base. Puis je pense que quand tu t'investis sérieusement dans la collection, à un moment donné, tu acquiers tes jeux de différentes façons. Les façons les plus communes étant, des fois, c'est dans les ventes de garage, les petites annonces, des choses comme ça. Et puis, tu sais, tu achètes souvent de l'inventaire. Tu vas acheter, mettons, c'est rare la personne qui va vendre juste, mettons, son Zelda ou Super Nintendo. Il va vendre la console avec 8 jeux. Toi, tu ramasses ça, de la console, tu l'as déjà, tu as déjà 3 ou 4 de ces jeux-là, tu vends le reste finalement et tout. Donc, de fil en aiguille, c'est ça, tu te ramasses avec, avec des boîtes puis des boîtes qui dorment. Et puis, c'est ça, à un moment donné, on a comme jumelé tout ça, mais aussi, bien évidemment, quand on vend cet argent-là, on le garde pour aussi racheter directement à des gens aussi des collections. Tu sais, aujourd'hui, tu peux aller chez EB Games, ramener tes jeux, ils vont te les racheter pour des peanuts. Ben, tu sais, nous, on rachetait pour mieux que ça. On rachetait pour un peu plus cher, on rachetait un peu de tout. Et puis, c'est ça, tu te construis dans le fond un inventaire comme ça qui grossit et tout. Et puis, c'est ça, tu te ramasses avec assez vite avec des milliers de jeux à gérer. Ouais, c'est ça, tout ce qui est la notion. J'allais dire tout ce qui est la notion d'inventaire, de classer ça. Puis quand tu rachètes des gros lots de jeux, j'imagine que ça doit venir avec un. Les gens doivent déjà avoir un inventaire de base. Là. Ils ne font pas juste te dropper des caisses et arrange-toi avec ça. Ça dépend pas toujours. La façon que ça fonctionne, en fait, puis nous, l'avantage aussi, c'est qu'on s'est vraiment implanté à Montréal. Puis étrangement, dans la ville de Montréal, il n'y a pas grand-chose là, côté offre de rachat de jeux vidéo et puis boutique, vraie, solide, belle boutique, là, disons. Fait que en s'implantant, puis en existant, puis en se montrant au monde, le monde, après ça, ils communiquent avec nous pour nous vendre leurs jeux. On n'a plus besoin de courir les ventes de garage, les friperies. On le fait pour le pur plaisir de la chasse, mais c'est pas ça qui feed l'entreprise. L'entreprise, quotidiennement, les gens nous écrivent des emails. « Hey, j'ai tous ces jeux-là. » Ils nous envoient des photos. « Combien tu me donnes? Combien vous me donnez? » Fait que moi, je fais ça à tous les jours. Là. Au moment où on se parle, je viens de popper encore dans mon téléphone. Fait qu'on liste tout ça dans notre inventaire, dans notre système. On regarde la valeur totale, puis on offre un pourcentage par rapport à ça, dans le fond. Personne accepte, vient en magasin, on ramasse tout ça, on paye, merci, bonjour. Puis après ça, on passe tous les jeux dans l'engrenage qui est la gestion de notre magasin. Des fois aussi, il y a des gens qui arrivent avec des boîtes un peu à l'improviste. Puis, tu sais, nous, dans le fond, on a un pignon sur rue. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand les gens ils viennent, on est toujours très honnête et on leur donne l'heure juste. Puis des fois, justement, il y a des gens qui arrivent puis ils ont des trésors. Puis là, tu sais, les personnes s'attendent
recevoir un 20 $, puis des fois, ils ressortent avec plusieurs centaines de dollars, puis ils ne comprennent pas. Puis on leur explique justement, il y a une valeur encore à ces jeux-là. Il y a tout un marché de collectionneurs. On n'a pas que des collectionneurs qui viennent à notre boutique quand même, là. Mm-hmm. Mais je veux dire, il y a quand même des petits trésors aussi là, qui se promènent. Ben, l'aspect en ligne doit vraiment aider au fait que tu peux aller chercher justement le plus d'argent possible pour ces objets qui sont plus rares là, parce que là, tu es mondial, puis que j'imagine que c'est ça. Les gens vraiment très nichés, ils savent qu'ils le trouvent en ligne, fait qu'à ce moment-là, ils ne sont pas obligés de se déplacer à Montréal. C'est ça qui était notre... je ne sais pas si tu voulais y aller, Dominique, ou... Oui, c'est une force. Dans le fond, c'était la base de notre entreprise, puis c'est là-dessus qu'on surfe. Puis aujourd'hui encore, on a regardé les statistiques cette semaine, puis la vente en ligne représente 65 comparé à la vente sur place. Puis ça nous permet de jouer aussi avec notre site web, de faire des promotions spontanées, où c'est la journée Star Wars, on fait une section Star Wars, tu sais, comme ça permet d'être bien réactif, puis aussi, on a habitué nos clients, les gens qui nous visitent ou qui surveillent nos affaires, à 2 publications par jour sur Facebook de nouvel inventaire. Donc, tout le temps, à chaque jour, on met des photos sur Facebook, puis quand tu vois ces photos-là, ça veut dire que cela est disponible en inventaire. Fait qu'il y a des gens qui surveillent ça vraiment tout le temps. Des fois, même les plus gros systèmes ou des trucs vraiment en demande, on n'a même pas le temps de faire la publication Facebook. Il y a déjà quelqu'un qui l'a acheté, genre. Okay. Fait que, on a vraiment habitué notre public à ça. Fait que, pour nous autres, en fin de journée, quand on fait notre post, après ça, on ferme la shop, on s'en va souper, s'occuper des enfants, puis on voit les ventes continuer en soirée. Donc ça, c'est vraiment un avantage, là. C'est trippant. Puis je me doute qu'il y en a beaucoup dans plusieurs domaines pour plusieurs raisons. Mais c'est quoi, mettons, un exemple de Saint Graal là, que tout le monde s'arrache ça, puis des fois, ça vous est tombé dessus, puis t'es comme, mon Dieu, OK, voir qu'on a ça, là. Veux-tu y aller, Fred, avec... écoute, dans la boutique en tant que telle, Dom a un Saint Graal chez lui, là, je pense que j'espère que c'est là que tu t'en allais. Mais sinon... non. Parce qu'il ne vient pas, il met pas à Paris. Il vient pas de la boutique, non, c'est ça. On pourra en parler tantôt, si vous voulez. Là. Ouais. Mais sinon, en boutique, je pense qu'on a un client qui est arrivé une fois avec un jeu qui était, dans le fond, une cartouche de compétition qui était utilisée, je pense, dans des tournois de Donkey Kong Country au Super NES. Et puis, tout bonnement, c'est un client qui est un auditeur, parce que nous, on a aussi un podcast qui s'appelle Rétro Nouveau. Et puis, c'est un de nos auditeurs qui est juste passé en magasin, puis il dit « Ah, j'ai ça chez nous, mais je pense que ça a une certaine valeur. » Et puis ça, c'est vraiment, dans le fond, une cartouche qui avait été créée spécialement pour cette compétition-là. Et puis, à la fin du tournoi, il avait comme donné ces cartouches-là aux participants et tout. Et puis, ça, c'est... Dans le Nintendo Power, tu pouvais acheter les cartouches supplémentaires qui restaient. Puis Blockbuster te mettait ça dans un genre de case de plastique vert flash avec une sleeve printée bien cheap, là, tu sais. Puis c'est ça, le package, tu sais, que tu recevais avec le Nintendo, quand tu commandais du Nintendo Power. Je sais même pas c'est quoi du Nintendo Power. C'était la revue que Nintendo a eue pendant très, 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 très longtemps, là, dans le fond. C'est là que tu avais besoin si tu veux être capable de passer les jeux au Nintendo là, avec les cartes, toutes ces affaires-là. OK. Fait que le gars, il est apparu avec ça en magasin, tu sais. Puis là, la beauté de ça, ce qui est compliqué avec ça, c'est que la plupart des ventes de cette affaire-là, Donkey Kong Compétition, c'est juste la cartouche, tu sais. Mais lui, il y avait la boîte. Puis la boîte, en ce cas-là, vaut genre autant que la cartouche, tu sais. Parce que dans le monde de la collection, souvent, les jeux, les boîtes en carton, des jeux populaires, tu sais, ils valent plus cher que les jeux, là. Fait que le gars, il savait pas, tu sais, pas en tout, là, ce qu'il y avait. On aurait pu lui dire, bon, on me donne 40$ pour ça, tu sais. Finalement, on lui a donné genre 3000$. Fait qu'il était bien content, là, tu sais. Ça, c'est une affaire qui nous a apparu entre les mains. C'était bien spécial, là, cette journée-là. Puis une cartouche de compétition, pourquoi est-ce que ça, précisément, ça a de la valeur? Parce que c'est quoi? En quoi elle est différente? L'étiquette est différente? La couleur est différente? Ou c'est juste l'événement qui est lié à ça? En fait, ces éléments-là, souvent, c'est pas tellement la cartouche. Parce que, tu sais, on s'entend, le jeu, c'est un jeu qui dure 5 minutes. Dans le fond, c'était comme... Le jeu part, tu as 5 minutes. Après 5 minutes, ça donne ton pointage. Puis, tu sais, c'est ce que la personne, dans le fond,
à la compétition de noter sur son calepin, puis c'était ton score à battre. Mais en fait, ce qui fait que cette valeur-là augmente grandement, c'est que tu as de plus en plus de gens qui vont commencer à faire des collections complètes. Donc, c'est vraiment essayer d'obtenir tous les jeux qui sont sortis sur une console précise. Et puis, quand tu arrives sur un jeu comme ça, qui a peut-être à peu près une centaine d'exemplaires qui existent, là, évidemment, si tu as 40 000 personnes qui essaient de compléter cette collection-là, là, à ce moment-là, ça devient des enchères, finalement, pour savoir qui va être capable de l'obtenir. Tu sais, c'est vraiment juste de l'offre et de la demande, au final, là, qui va dicter. Parce qu'il y a des jeux qui sont terribles, qui sont pas jouables et plates à mourir, qu'eux ont une valeur immense parce que, justement, soit c'est des jeux qui ont été retirés des tablettes parce que, il est arrivé quelque chose avec le licensing, des jeux qui n'ont pas vendu, qui ont été des flops totales, tu sais, qui, eux, vont se retrouver, finalement, en petite quantité. Donc, tu sais, quand votre club vidéo du coin ferme, achetez les mauvais jeux, achetez les jeux que personne louait, toutes ces affaires-là. C'est là que la petite mine d'or peut dormir par moment. Là. Ça, mais il faut que tu sois au courant du marché, il faut que tu connaisses exactement combien vaut telle affaire. Là. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de sites qui vont le dire sur Internet. Là. Tu sais, tu peux avoir des... Une petite tête qui pop. Ouais. Salut! Mais c'est ça, tu sais, tu peux aller, premièrement, il y a eBay qui est comme la plateforme de vente habituellement là, en ligne par excellence, qui va toujours laisser une trace d'à peu près la valeur de chaque item, à quel prix c'est vendu, et non pas le prix qui est affiché, parce que je peux mettre de quoi 5 millions, mais tu sais, s'il y a personne qui va l'acheter, qui l'a jamais acheté plus que 5 $, ça vaut pas 5 millions. Donc, tu as ça. Tu as aussi des sites qui vont répertorier, un peu comme les cartes de hockey, il y avait des Beckett, là, toutes ces affaires-là qui donnaient toutes les valeurs à peu près du marché. Donc, on a l'équivalent, mais plus en ligne maintenant là, pour ça. Fait qu'il n'y a pas de Blue Book en tant que tel, mais tu vas checker un peu partout. Tu as plein de ressources. Là. C'est ça. Ces sites-là sont référencés sur les ventes faites sur eBay, entre autres, et puis Amazon, ces affaires-là. Donc, ils surveillent le marché quotidiennement. Fait que quand le marché bouge, la valeur des jeux bouge sur ces sites-là aussi, tu sais. Puis ça peut bouger beaucoup. Donc, avec la COVID dernièrement, puis peut-être qu'on peut continuer là-dessus. Quand la COVID est arrivée, tout le monde s'est enfermé dans leur maison. Puis tout le monde s'est dit, on va équiper en jeux vidéo parce qu'on ne pourra plus sortir du site, puis il faut qu'on se stimule, là, tu sais. Fait que quand nous autres, on a fermé, on pouvait continuer la vente en ligne. Dieu merci, encore là, un avantage d'avoir un site web. Et puis, tout le monde, on a vendu des consoles, plein d'affaires. Et puis, au début de la COVID, ça arrivait en même temps que la date du nouveau Animal Crossing sur Nintendo Switch qui sortait. Fait que là, ce jeu-là, je pense qu'il est devenu le jeu le plus vendu de la console. Le jeu, il a vendu des millions d'exemplaires. Tout le monde s'est dit, on va se avec Animal Crossing en confinement, puis c'est ça qu'on va faire, tu sais. Même tellement fort que les Animal Crossing des autres consoles ont pris de la valeur aussi, comme Animal Crossing au GameCube, qui est un jeu qui était à, je sais pas moi, 40$. 25 $ même. 25 même. Ouais. Il était rendu, ça se flippait à 130, là, tu sais. Okay. La demande a explosé dans les jeux vidéo pendant la COVID. Là. Donc, tu sais, nous autres, on regarde nos collections, on regarde les systèmes qu'on a, tu sais, puis on est comme, ça a donc bien pris de la valeur. Les Pokémon, présentement, c'est la folie furieuse, là. Tout ce qui est Pokémon dans les jeux vidéo, peu importe la console, 64, GameCube, les consoles portables, Game Boy Advance, Game Boy, les prix de ça explosent. Si vous avez les boîtes, encore plus, tu sais. Si vous voulez vendre vos jeux Pokémon, c'est le temps, là, parce que là, ils sont vraiment au maximum là, de la valeur. Mais vous, quand c'est dans le tapis comme ça, est-ce que c'est un avantage pour vous autres d'acheter ou justement, t'es comme, il va falloir que je l'achète super cher, puis la valeur risque de baisser? Exactement. C'est ce qui est arrivé un peu au début avec la COVID, de ce que Dominique parlait, de justement, là, les jeux de GameCube, c'est souvent la génération qui va vraiment monter le plus en valeur ou en demande. C'est la génération à peu près des 20-25 ans. Qu'est-ce qu'il y avait quand ils étaient jeunes? Évidemment, c'était GameCube, Nintendo 64 et tout. Donc, tout ça, ça a monté vraiment vite. Puis, à un moment donné, on se ramassait à... Comme je disais, on achète un pourcentage qui est quand même assez généreux parce que on veut acheter et on veut avoir un magasin bien stocké. Et puis, ça arrivait des fois que là, on recevait des jeux. Il fallait qu'on les paye plus cher que ceux qu'on avait déjà en stock. Parce que, tu sais, on passe pas notre journée à ajuster les prix du marché parce que... C'était la prochaine question, ouais. C'est ça. Justement, tu sais, c'est quelque chose
que certains font, mais nous, on ne le fait pas parce que de toute façon, quand même que le jeu, on l'affiche à 50 puis sur le marché, il est à 100 nous, quand on l'a acheté en prenant en considération qu'on le vendrait 50 Fait que, à ce prix-là, on est quand même déjà profitable. Donc, il n'y a pas d'avantage à rester plus longtemps avec en montant le prix et en se disant, ben, on va faire la grosse passe. Par contre, dans ces cas-là, justement, avec les prix qui ont monté beaucoup en flèche, ben là, on recevait des fois des lots que on était un peu embêtés parce que, ben, justement, on se retrouvait à devoir acheter des systèmes plus chers que ce qu'on avait déjà. Mais si on l'avait encore en stock, ça veut dire que même au prix qui était plus bas qu'on avait, ben, ils ne se vendaient pas nécessairement. Donc là, tu as toujours un peu cette jonglerie-là à faire. Mais bon, la situation, c'est quand même un peu calmée à ce niveau-là. Mais là, c'est comme Dominique disait, les jeux de Pokémon. Les jeux de Pokémon qui sont des jeux qui se sont vendus quand même à toujours des millions d'exemplaires, là, tu sais. Et puis, ben, c'est ça. Là, en ce moment, il y a une folie Pokémon, que ce soit des jeux vidéo, mais aussi les cartes de collection de Pokémon et tout. Ben là, on se retrouve avec un marché où est-ce que, ben, c'est ça, tu sais, nous, on les a en stock, moins cher que qu'est-ce qu'on devrait les acheter. Mais en même temps, si du jour au lendemain, tout le monde se rend compte que, hey, je peux vendre mes Pokémon à 500 ben là, si tout le monde commence à vendre ses Pokémon à 500 ben là, le prix va retomber aussi parce que, bien évidemment, ça ne bougera pas, puis quelqu'un va devoir baisser son prix pour essayer de passer finalement un peu en douce. Donc, c'est toujours... on essaie de ne pas trop nécessairement suivre le marché au jour le jour. Par contre, ben, ça se fait de façon organique aussi parce que ben, c'est ça, quand les items sont vendus pas cher dans notre inventaire, ben, ils partent, puis ils sont remplacés par d'autres items qu'on a achetés à un prix plus actuel. Là. Puis quand ils sont cher, puis qu'on est comme, voyons, pourquoi ça se vend pas, ça? C'est comme, oh boy, le prix a droppé de 20$, de ça. OK, ben là, on l'ajuste. Souvent, ça se fait ça quand on rentre du nouvel inventaire, puis on voit qu'il y a vraiment une différence là, par rapport au marché versus le prix présentement. Là. Puis avez-vous un système dans lequel il est écrit, genre, ça c'est rentré à telle date, ça on l'a acheté, on l'a payé tant? Non. On a trop de stock qui rentre. On a un système, au sens. Quand un client nous écrit, on a un sheet dans lequel on rentre sa collection, ce qu'il nous vend, dans le fond, là, mais on ne marque pas là, à chaque... nous autres, on achète à un pourcentage, à peu près. Des fois plus, des fois moins, dépendamment de c'est quoi qu'on achète. Des Pokémon au Nintendo 64, c'est sûr qu'on va donner plus que des jeux des Assassin's Creed au Xbox 360. Là, il y a des choses qui valent de quoi, il y a des choses qui valent rien. Fait que c'est ça. Mais on y va avec un pourcentage à peu près. Là. Moi, je suis curieux de vous poser la question parce que je traîne des vieilles affaires avec moi depuis des années. Puis pendant la pandémie, j'ai failli justement vous contacter pour faire comme « Hey, ça vaut-tu de quoi? » Parce que dans ma tête, moi, ma console préférée, moi, c'était le Dreamcast. Ça a toujours été ça. C'est bien ça, c'est pas trop commun, c'est parfait. T'es dans la bonne voie. Ah ouais, ok. J'en ai eu une, puis j'ai trippé, puis j'ai joué. C'est la console que j'ai joué le plus dans la vie. Puis là, tous mes amis se départissaient de leurs affaires. Fait que je me suis ramassé avec 4 Dreamcast, puis genre 9 manettes, tous les petits sticks de memory. J'ai comme un paquet d'affaires. Puis évidemment, genre 500 jeux gravés parce que c'était cette console-là. Là. C'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps, mais écoute, c'est ça. On est tous coupables de ça. Fait que j'ai retrouvé ça, puis j'ai retrouvé genre un Game Gear dans son petit case, la petite affaire au complet avec les batteries qui vont derrière, puis des jeux. Puis un PS3 avec genre 50 jeux. Là. Mais je me demandais, dans ma tête, moi, le Dreamcast, là, c'était de shit. Puis si j'ai gardé super longtemps, ça allait valoir super cher. Puis à un moment, j'ai checké en ligne, j'ai fait comme, ça se vend genre 100$. À peu près, ouais. À peu près, ouais. Ça m'a fait chier. Comme... une console, pour vrai, c'est une console 100, 120, c'est pas mal ça là, pour les plus populaires. Bon, c'est sûr, mettons, une Sega Saturn, qui est la console qui vient avant la Dreamcast. Il y a des gens qui vont vraiment vouloir explorer ça. C'est plus niché un peu, c'est plus spécial, c'est vraiment plus rare. Fait que ça peut valoir plus cher. Là. Mais tu sais, tout ce qui est Nintendo, Super Nintendo, 64, Dreamcast, ça tourne autour du 80-120. Genesis, un peu moins parce qu'il y en a énormément, mais en gros, c'est pas mal. Même Atari, Coleco, Intellivision, on parle de 70 à peu près. Il n'y a pas de console qui valent là, 600$, là, sauf des affaires hyper niches. Là, OK, puis des affaires neuves, évidemment. Là. Ah, ben là, ça, le neuf, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre maladie, ça. Oui. Non, c'est ça, les prix du neuf, ça n'a aucun bon sens. Je savais pas, j'étais curieux, mais... Puis je me demandais aussi la façon dont... genre, c'est quoi la console, mettons, y a-tu une affaire que si quelqu'un a ça chez eux,
t'es comme, amène-nous ça, là. Il y en a pas beaucoup, on n'en voit jamais passer. Des cossins précis comme genre des trucs de Virtual Boy, des affaires de même. Je sais pas si ça c'est rare, là, je connais pas assez le marché, mais. Ben, des Virtual Boy, tu vois, on a vendu 4-5 là, depuis qu'on est ouvert. C'est pas si rare que ça. Mais on l'a-tu vendu à Julien Bernatchez, d'ailleurs? Non, il l'a jamais acheté. Il l'a trouvé ailleurs avec C'est toujours achalé en plus pour en avoir une. Tout le temps avec ça. Je l'ai vu, il a posté une photo cette semaine de lui avec ça. Il est vraiment content de cette Virtual Boy-là. On le voit souvent sur Facebook, dans nos groupes. Là, il passe avec ça. Il a tout un l'air de player avec ça. Ouais. Les machines, c'est moins. La Dolphin, là, mettons, ça pourrait être intéressant. La Dolphin qui était la GameCube en devenir, non? Les kits de développement, tu veux dire? Ou, Non, t'as un peu la Nintendo Dolphin, là. En fait, c'est le nom de code du projet quand ils ont commencé à faire la console. Il y a une console, en fait, de GameCube qui vaut plus cher, qui était une GameCube qui pouvait lire aussi des DVD de films. Okay. Parce que c'était cette époque-là où est-ce que lire des DVD, c'était vraiment comme extraordinaire. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle la PlayStation 2 a été si vendue, c'est que à l'époque, acheter un lecteur DVD, c'était comme un luxe à 300-400 $. Et puis, tu peux acheter une PlayStation 2 qui le faisait aussi. Donc, c'est vendu comme des petits pains chauds. Mais en termes de console, ben écoute, tantôt, tu as dit que tu avais une Game Gear. Sans être une console qui vaut vraiment très cher, la Game Gear, ce qui est drôle et pas drôle en même temps, c'est que c'est une console que pour vraiment réduire les coûts de production, Sega ont utilisé des pièces vraiment cheap à l'intérieur. Okay. Et puis, je suis pas mal sûr que si tu mets des batteries dedans et un jeu, tu as à peu près une chance sur 10 qu'elle fonctionne. Ah ouais, hein? Là, il dort l'écran ou le son qui marche pas, l'écran qui est tout blanc, des choses comme ça, en fait. C'est des pièces à l'intérieur qui étaient défaillantes, mais si tu as une Game... Il y a un certain modèle de Game Gear qui est un modèle qui est arrivé à la toute fin, qui elle avait vraiment des meilleurs... En fait, c'est vraiment ironique parce qu'à la fin, Sega ils ont fait un partenariat avec une compagnie qui devait ressortir leurs vieilles affaires parce que, tu sais, ils étaient rendus au Saturn, au Dreamcast et tout. Cette compagnie-là, elle s'est dit, on va racheter les droits pour ressortir ces vieilles machines-là, tu sais, en budget, si on veut. Et puis, la Game Gear qu'ils ont faite était de meilleure qualité que la Game Gear originale et celle-là, elle vaut peut-être 200-300 $ au moins sur le marché, là, je te dirais. Okay, mais même. Pas très commune. Mais tu sais, une Game Gear qui fonctionne aujourd'hui, c'est peut-être une centaine de dollars aussi. Là. OK, c'est ça. Fait que je suis pas assis sur ma retraite. Là. C'est ça. C'est plus les jeux, je te dirais. Là, ça dépend. Canon Spike au Dreamcast en copie originale présentement ou des affaires de même, t'as de quoi? Là? Des jeux à 400-500, probablement plus. Là. Il faudrait que je check. Quelqu'un m'a dit quelque part, c'était-tu Silent Hill? Il y a comme une série qui en a pas fait beaucoup, puis que ceux-là sont tough à trouver. Genre. Il m'a dit que ça vaut cher. J'étais comme, OK, il faudrait que je fouille dans mes affaires. Là. Mais Silent Hill, toutes consoles confondues, ça vaut cher. Là, ça a beaucoup monté, oui. Ça a pas mal monté. Sinon, ça existe-tu au Dreamcast, ça, Silent Hill? Non. Je pense que non, mais il y a les Resident Evil sur Dreamcast qui étaient quand même assez populaires, mais Silent Hill, je pense pas. Non, il n'y en a pas, je viens de checker. Ouais, je me mélange. Moi, j'avais Alone in the Dark. Ouais, ça, c'est la version. Je pense que c'était des Français qui faisaient ça, de Infogrames, qui est comme un peu une copie de ça. Mais en fait, à la base, c'est un vieux jeu PC qui était le précurseur de Resident Evil et tout. Et puis, eux, quand Resident Evil est devenu populaire, ils ont décidé de relancer leur affaire là, et tout. Et puis. Mais ouais, okay. c'est dans le même genre un peu. Là. Puis, est-ce que vous faites aussi de la réparation? Chez Retro MTL, on fait de la réparation maintenant. Ben, personnellement, quand tu collectionnes des affaires comme ça, tu bidouilles toujours un peu tes trucs. Okay. Et puis, mais c'est ça, dernièrement, chez Retro MTL, on a commencé à l'offrir justement le service de réparation. C'est parce que, bon, on se le faisait souvent demander. Le bémol venait surtout de notre côté du fait que, ben, tu sais, faire réparer une console, on ne peut pas charger quelqu'un 70 $ pour lui réparer son Nintendo si c'est plus cher que d'en acheter un autre. Donc, à un moment donné, on a trouvé une formule, on a trouvé un technicien. On a trouvé une formule qui était avantageuse justement là, pour permettre de faire des réparations à bon coût pour que ça soit avantageux et tout. Et puis, bon, là, on l'offre depuis à peu près un mois.
Puis je pense qu'on est déjà débordé d'hommes. Ouais, vraiment. Le technicien qu'on a trouvé, c'est vraiment un whiz, là. Il est là-dedans, lui, là. Toujours, là. C'est un vrai de vrai, là. Puis, dans le fond, on l'a testé au début sans l'avoir nécessairement sur le payroll, là, tu sais, mais on le payait par chèque, là, tu sais. Puis, comme un pigiste, dans le fond, puis on lui faisait réparer des affaires que nous autres, on avait. Parce qu'avec le temps, il s'accumule, tu sais, on achète des lots. Le monde dit ma Xbox est pétée, gardez-la, là. Puis là, ben, ça s'accumule, des manettes qui marchent mal, tout ça. On peut vendre des affaires usagées en bulk, tu sais, à des gens qui veulent gosser avec ça si ça leur tente, à 5$, 10$ la console. Mais au final, c'était comme pas mal plus rentable de payer quelqu'un à temps plein qui est capable, mettons, d'en sortir 3 à l'heure, tu sais, puis quand toutes les consoles portables, ils te réparaient ça en 2 secondes. Ils disent que, wow, on est assis, nous autres, sur de l'argent, là, tu sais. Fait que, on teste avec ça. Et puis, ça allait bien. Puis, on a commencé à prendre les mandats de l'externe, en effet, parce que c'est comme tout le temps, on nous le demandait, là, tu sais. Mais c'est sûr. C'est difficile quand même, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver avec un Atari 2600, t'ouvres ça, il n'y a rien là-dedans, c'est pas compliqué. Ou sinon, quelqu'un arrive avec sa Xbox One, Series S, Series X, whatever. Ouais, ben la console, des fois, elle plante. Là, c'est comme... T'ouvres ça, là, c'est comme... c'est un ordinateur, là, tu sais, c'est compliqué, là, trouver le bobo et tout ça. Fait que dans le fond, c'est de trouver la bonne formule, le bon prix à l'heure, les pièces, et puis de mettre ça sur pied, là. Puis aussi, comment ça fonctionne en magasin, tu sais, parce que présentement, nous, on a un magasin, un lieu de vente, et puis on a un deuxième local à 2 rues plus loin, qui est notre quartier général, dans lequel notre technicien est là, nous, l'administration, les gars qui mettent en ligne les jeux, le nettoyage des jeux et tout. Donc, toute la gestion se fait au QG. Fait que le client, il arrive en magasin avec sa console. Fait que là, il faut qu'il signe un papier. OK, je vous la laisse, voici les problèmes. La console est amenée au QG. Notre technicien, Carl, jette un œil, appelle, dit ça va coûter tant, tu veux-tu aller de l'avant, oui ou non? Oui, OK, il répare, il ramène au magasin. Tu sais, donc, il y a beaucoup d'intervenants, il y a du mouvement quand même, fait qu'il fallait être sûr de mettre ça tout en place, là. OK. Puis est-ce que vous vendez aussi, êtes-vous dans le monde de les arcades, les plus grosses arcades physiques, là, qui sont essentiellement des jeux que tu peux avoir, j'imagine, sur plusieurs consoles, mais là, qui sont dans une grosse boîte avec une TV puis des 8 pitons de couleurs, là? Non, ben, on n'a pas ça, mais ben, je sais pas si tu savais, je suis aussi propriétaire de Arcade MTL, le bar. Ah, je savais pas! Je suis déjà allé, en plus. Ben oui. Okay. Il rap son T-shirt. Tout est dans tout. Ah, c'est cool. OK. Fait que ça, c'est un bar d'arcade qui est ouvert depuis qui est fermé depuis 1 an de temps de COVID, mais qui a 6 ans d'existence. L'ancien Café KO. Ouais. Exactement. Fait que là-dedans, on a au-dessus de 25 arcades vintage comme ça, tu sais, parce que c'est ça qu'on aime, là, les arcades vintage, puis c'est ça qu'on veut. Puis les arcades, c'est comme un autre dossier complètement, là, tu sais. À la limite, notre technicien pourrait gosser dans des arcades puis les réparer puis tout ça, tu sais. Mais nous, on n'est pas spécialiste là-dedans. Ben, qui sait qu'est-ce qu'on va ouvrir plus tard si la business continue de grossir? On le sait pas. Mais c'est gigantesque, là. Les gens qui sont dans les arcades, tu sais, puis qui réparent ça, qui font le commerce de ça, c'est un autre business. Puis on nous demande souvent, nous autres, on reçoit des emails pour le bar, tu sais, « Hey, j'aimerais ça avoir une centipède dans mon sous-sol, là, où est-ce que je peux acheter ça? » Il n'y a pas de secret, là. Tu peux pas acheter la machine que tu désires de même, là, tu sais, faut que tu épluches les petites annonces, que tu aies sur des groupes Facebook d'arcade, que tu sais, comme tu essaies de trouver des contacts tout le temps. Puis si t'es chanceux, à un moment donné, tu vas tomber dessus. Si t'es prêt à aller aux États-Unis aussi, il y en a nettement plus aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est ça, là. C'est vraiment un autre dossier, là. Ces machines-là, ça vaut combien des machines comme ça, en fait? Encore une fois, ça dépend du jeu, là. Un jeu bien basic ou très moyen que les gens connaissent peu. Une arcade en bon état, 700-800. Mais tu sais, mettons, si toi, tu veux demain... une Turtles 4-player ou une Simpsons, ces affaires-là, tu sais, une NBA Jam, tu sais, des affaires très iconiques, là, tu sais. Les prix ont augmenté avec la COVID aussi par rapport à ça, tu sais, mais je pense qu'on parle d'un bon 2000 là, pour une machine en bon état et pour un jeu populaire. Puis là, on parle même pas des pinballs, ça, c'est comme ça, ailleurs. Là. On parle de 10 000$ puis 7 000$, là, ça, c'est fou, là. Le pinball, c'est un autre monde complètement. Là. Ça me surprend que ça vaille aussi cher. Parce que est-ce que c'est
c'est-tu si complexe que ça comme machine ou c'est ouais. juste rare? Non, ben le dedans d'une pinball, c'est très compliqué, là, tu sais. OK, Puis, c'est ça. au début, c'était des machines électromagnétiques avec des aimants, tu sais, puis des affaires. C'est des horlogers là, qui réparent ça. Là. C'est très complexe. Moi, c'est pour ça que j'en ai pas encore. D'ailleurs, j'adore les pinballs, tu sais, mais j'ai tellement peur que ça pète, puis là, d'être tout le temps. Il y en avait une avant à l'arcade, justement, chez Arcade NTL, mais tu sais, je pense qu'elle était tout le temps brisée, justement. Là. Les gens tapaient dessus, puis il y a des affaires qui débarquaient. Puis... Il y avait trop de monde qui passait dessus, puis on était tout le temps en train de la réparer. C'était rendu un gouffre financier, malheureusement. On l'a laissé aller. Là. Ça, c'est de quoi en tant que proprio de bar, là, justement? Tu sais, toi, tu connais la valeur de ces choses-là, tu affectionnes ça. Tu vois du monde juste torcher, échapper le bière, varger dessus. Tu dois être comme tabarnak. Gère-toi. Ah ouais, à un moment donné, tu sais, les bières sur le dessus des arcades, là, sur le top, là, notre staff est très au courant de garder les yeux là-dessus, là, tu sais, puis on a un arcade Terminator 2, c'est un plateau avec les guns, tu sais, puis le plateau, il est parfait, là, tu sais, le monde met leur bière là, puis ils gunnent, puis quelqu'un en a renversé une dedans, puis man, ça tombe, c'est comme une douche, là, sur un système électronique. Mais c'est aussi les seuls arcades qui ont comme des portes-gobelets sur les côtés. C'est vraiment un upgrade qu'il n'y avait pas dans les arcades quand on était jeunes, le porte-gobelet pour mettre sa bière sur les bords. Exact. Ah, man, c'est très drôle. Puis, juste, mettons qu'on rentre plus dans le perso, parce que là, j'ai le goût de me concentrer plus sur le rétro gaming que, c'est, mettons, je suis conscient que PlayStation 2 puis 3, ça compte comme rétro gaming. On dirait que c'est moins séduisant que le Super Nintendo, le Nintendo original, puis ces consoles-là. Là. Vous, c'est quoi ce qui vous fait triper le plus? T'sais? Y a-tu des consoles chouchous ou c'est des jeux? Comment ça fonctionne quand tu es dans cet univers-là? Es-tu plus axé sur les jeux ou sur la console? Ben, je pense que Dom et moi, on est un peu pareil là-dessus. On aime ça se concentrer à faire des collections complètes. Donc, au début, on a fait tous les deux la collection complète du premier Nintendo, le Nintendo NES. Ensuite, je pense qu'on a chacun bifurqué. Moi, je me suis vraiment concentré sur les consoles que j'avais eues quand j'étais plus jeune. Je te coupe, là, je veux savoir, une collection complète de NES, c'est combien de jeux? 678 jeux. Ah ouais, fait que dans toute l'histoire de la NES, ils ont sorti 678 jeux. Exact. Ben, en fait, ça, c'est les jeux licences officiels. Il y a eu des jeux qui sont sortis, tu as des compagnies qui ont fait des jeux de NES sans nécessairement l'autorisation de Nintendo. Ça, la plus connue, c'est une compagnie qui s'appelait Tengen, qui était une branche d'Atari qui, de façon rogue, venait faire des jeux sur Nintendo. Eux, ils en ont fait peut-être une vingtaine, 22, je pense. Tu as des compagnies aux États-Unis, il y a une compagnie qui est légendaire qui s'appelle Wisdom Tree, qui, eux, faisaient des jeux de Bible. Mais tu sais, des jeux absolument atroces, là, des affaires pas jouables, tu sais, que dans le fond, leur gimmick, c'était tricher les parents religieux à acheter ce jeu-là à leurs enfants, tu sais, en se disant, écoute, il va pas tuer du monde, il va faire la Bible. Mais tu sais, c'est des jeux atroces. Donc, puis c'est ça, en plus, sans compter tous les trucs chinois, là, les cassettes de pirates, ces affaires-là, là, qui étaient très populaires au Québec, d'ailleurs, là, les cassettes pirates dans le temps. C'est ça que j'allais demander. Moi, je me rappelle d'avoir des voisins qui avaient une espèce de petite cassette rouge ou une mini-cassette que tu mettais par-dessus une autre cassette. Exact. Là, tu avais 600 jeux, chose de même. Là. Ça se vendait en magasin? Ça se vendait comment, ça? Ça, c'est tous les marchés aux puces, je pense. Ouais, non, il y a d'avoir déjà vu ça dans un Kerouac. Là. Les Kerouac, je sais pas si c'est sorti de la bourse. Là, se faire poursuivre par Kerouac. Là. Mais ça n'a pas toffé longtemps. Les Micro Genius, c'était ça à la compagnie, là, parce que Nintendo s'en est pris à ça, bien sûr, parce que c'était 100% illégal. Là. J'avais vu un article dans le journal, là, je pense que c'était pas trop loin d'ici, sur Rosemont, 7e Avenue. Il y avait une grosse saisie, un garage rempli là, de 10 000 cassettes de Nintendo contrefaçon et tout. Là. C'était vraiment la grosse affaire, la Nintendo. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que Nintendo, quand ils ont sorti la console, la popularité était tellement grande qu'à un certain moment, il y a eu aussi une pénurie de toutes les
les puces, dans le fond, là, qui permettaient de construire les jeux. Fait que Nintendo n'arrivait pas à suffire à la demande. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde s'est ramassé avec plein de jeux de marde parce que les bons jeux se vendaient, mais il restait juste des jeux de marde au magasin. Fait que les parents achetaient les Ghostbusters puis ces jeux-là qui sont pas jouables du tout. Et puis, fait que c'est ça. Fait que, il y avait vraiment la table était mise pour ces compagnies-là, dans le fond, d'arriver avec des cartouches de contrefaçon. Puis, tu faisais, je veux dire, des mathématiques. Là, c'est un jeu à 80$ parce que c'était cher dans ce temps-là. Ouais. Ou pour 200$, tu avais 260 jeux. Comme tu y allais avec la solution la plus charnue, disons. Je me rappelle d'aller. Ah, vas-y, Dominique. Ben, pour revenir à la question de la collection de base concernant, mettons, la librairie NES, souvent, les gens qui veulent faire un set complet comme ça se concentrent que sur les jeux qui sont licenciés, approuvés par Nintendo. Le petit seal là, rond là, qu'il y a sur les cassettes, là, ça veut dire Nintendo il dit OK, ça va dans la librairie, puis ça fonctionne. Parce que dans les jeux bootleg de même ou de non autorisés, il y a des affaires qui valent là, extrêmement cher, là, parce que c'est pas trouvable, il n'y en a pas eu beaucoup et tout. Donc, mais quand on collectionne, ben nous, on collectionne les sets officiels, ce qui a vraiment paru dans les librairies là, de ces consoles-là. Fait que tu as commencé avec le NES, après ça, tu es allé vers des consoles que tu avais quand tu étais plus jeune. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, comment j'aborde la collection de mon côté, je vais évidemment avec la nostalgie, mais aussi il y a comme des consoles que j'ai eues que j'avais l'impression que je n'avais pas appréciées. Puis une de ces consoles-là qui est beaucoup moins connue ici, qui s'appelait la TurboGrafx 16, qui est comme reconnue pour être la console qui était toujours branchée en démo chez Radio Shack dans le temps. Parce qu'il y avait rien qu'eux qui possédaient ça, tellement c'était pas vendu. Et puis, moi, mes parents, à Noël, je voulais une Super Nintendo. Puis là, mes parents ont fait comme ils étaient wise. Ils se sont dit, hey, tout le monde a des Super Nintendo. On va y acheter la machine que les autres n'ont pas. Puis, ils m'ont acheté cette console-là. Et puis, ben, c'est ça, on ne pouvait pas louer de cassette nulle part. Les jeux, ils coûtaient super cher et tout. Fait que, finalement, j'ai eu un Super Nintendo l'année d'après. mais tu sais, cette console-là, ben, c'est ça. J'ai jamais eu l'impression que je l'ai vraiment utilisée. Puis, c'est encore la console que j'ai eue en cadeau de mes parents que je possède aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, je me suis lancé dans cette collection complète-là, qui est une collection qui n'est pas très grande, qui est à peu près 94 jeux, je pense. Mais il y a un de ces jeux-là là-dedans qui est pratiquement impossible à trouver, que j'ai acquis cette année, donc qui coûtait très cher aussi. Et puis bon, après ça, j'ai continué vers Sega Genesis, qui était comme l'autre console que j'adorais. Puis bon, là, c'est la collection complète qui est plus grosse, 768 jeux. Là, je dis des chiffres comme ça, mais j'essaie de me rappeler parce que tu passes tellement la phase dans des applications puis dans des listes qu'à un moment donné, tu as comme des chiffres qui sont gravés en mémoire. Là. Je connais plus ces chiffres-là que mon NIP, je pense. Okay. Mais bon, fait que j'ai fait ça. Puis après ça, pour rigoler, j'ai décidé de faire tout de suite après la collection du Game Gear, qui est comme on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Et puis ça, c'est à peu près 233 jeux, je crois. Mais c'est pas tant de jeux que ça quand on y pense. J'aurais eu l'impression que c'était beaucoup plus que ça, mais est-ce que la durée de vie des consoles était plus petite? Fait que... PlayStation 2, c'est quoi? 2000 jeux? Ouais, c'est à peu près 2000, c'est ça. Ça dépend vraiment de la durée de vie. Puis, tu sais, je pense aussi le succès, là. Je dirais qu'à peu près, c'est toujours en moyenne à peu près 700 jeux pour la majorité. PlayStation 2, c'est reconnu pour être la plus grande. Je pense que la Nintendo DS aussi, je crois. La Nintendo DS, parce qu'il y avait... là, oui. Ouais, c'est ça. Des consoles qui ont eu des succès beaucoup plus grand public aussi. Donc, tu sais, tu avais des compagnies qui faisaient ce qu'on appelle du shovelware, là, dans le fond, des jeux de boîtes juste pour être capable d'attraper 20$ aux parents au magasin et tout. Ouais. Ce que mes parents achetaient, là. Ouais, c'est ça. Mais, je me ramassais avec Rampage au Super Nintendo, puis je comprenais fuck all quoi faire. C'était le pire jeu. J'étais comme, bon, ben, je sais pas quoi faire, là. Mais la collection, nous, on fait ça depuis longtemps quand même, puis au-dessus de 10 ans, là, tu sais. Puis moi, ce que je trouve aussi avec le temps, quand on est un peu plus vétéran là-dedans, c'est qu'il y a comme des cycles un peu aussi. Tu sais, au début, tu vires fou, t'es comme, oh! Tu sais, j'ai trouvé cette console-là, j'ai jamais joué, j'achète ça. Ah, c'est quoi les bons jeux là-dessus? Le jeu le plus rare? Ah, je vais essayer de les avoir pour cette console-là, tu sais. Moi, un moment donné, j'avais un Virtual Boy ici, un Vectrex, un Sega Master System, un 64, un Dreamcast.
C'est toutes des affaires que j'ai ColecoVision, tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai collectionnées sérieusement. TurboGrafx 16 aussi, tu sais, puis que j'ai comme, avec le temps, j'ai laissé partir, j'ai coupé des branches de mon arbre de collection, là, tu sais. Okay. Parce qu'à un moment donné, tu t'étales trop, tu sais, puis quand on a la maladie de vouloir compléter les choses, et c'est une maladie que beaucoup de collectionneurs ont, tu sais, tu peux vouloir compléter la librairie au complet d'une console, où il y en a que, mettons, ils se disent, OK, je veux tous les jeux publiés par Konami dans le Super NES, tu sais, comme le monde, il cherche des buts comme ça, là, tu sais, mais au final, puis c'est un petit peu là que je suis rendu, moi, personnellement, dans ma vie de collectionneur, on dirait que je retourne à la nostalgie complètement, aux affaires avec lesquelles j'ai grandi, tu sais. Puis moi, c'était NES, Super NES, Game Boy, vraiment. Okay. Puis Atari aussi, parce que j'ai commencé avec ça quand j'étais jeune, dans le fond, là, mais j'ai pas un aussi grand... J'ai pas eu de fun dans ma vie avec un Atari autant qu'un NES. Donc, pourquoi ça me parle, là, tu sais. Je pense qu'au final, tu sais, les collections, si tu veux collectionner puis être heureux en le faisant, il faut que tu collectionnes des affaires que tu aimes. Il ne faut pas que tu ramasses puis que tu hoardes pour ramasser, là, ou fixer des buts par rapport, rien que pour avoir des buts, parce que au final, tu vas vouloir te débarrasser de ça. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui font ça. Là. Puis est-ce que je sais que c'est une question niaiseuse, je peux comprendre l'aspect collectionné, l'aspect nostalgie puis aimer ça, mais tu joues-tu vraiment avec ces jeux-là? Ou à un moment donné, tu fais juste les avoir, puis t'es comme, j'ai les. Exact. Non, mais tu joues avec les jeux que t'aimes, tu sais. Mettons, moi, la NES, c'est ma collection, c'est ma console préférée, pas mal. Switch aussi, beaucoup, hein. Mais mettons, NES, tu sais, je sais pas, moi, j'ai peut-être une cinquantaine de jeux que j'aime beaucoup, là, tu sais. Puis les 600 autres, tu sais, c'est tel que tel. Tu sais, je jouerai jamais à Fisher-Price, là, au NES, là, tu sais, j'ai pas, il y a des jeux pourris là-dessus. Apprendre à compter, c'est important pourtant. Ouais. Il dit apprendre à compter, c'est important. Ah ouais, c'est clair. Fait que non, quand tu décides de faire une librairie complète, tu joues pas, tu sais, tu joues à rien de tout ça. Là. Tu joues au bon. Mais il y a des alternatives aussi qui existent, des Everdrive, où est-ce que tu mets tous les ROM des jeux, la librairie complète dans une cartouche, tu mets ça dans ta machine, puis là, ben, tu sélectionnes le jeu que tu veux, puis c'est le même résultat. Tu sais. Fait que tu n'as plus besoin de toucher à tes cartouches aussi. C'est quand même pratique. C'est une question, je me demandais, avec tous les émulateurs et tout ça qui existent, est-ce que ça a affecté la valeur de ça ou ça l'a fait monter la valeur parce que les gens jouaient puis finalement ils voulaient avoir l'objet physique? Ça l'a plus fait monter en général. En fait, il y a eu une bulle. Il y a beaucoup de gens qui disent justement qu'il y a eu une bulle dans le rétro là, où est-ce que les prix ont commencé à monter. Puis cette bulle-là coïncide beaucoup avec l'arrivée de la Wii, la console Wii. Je ne sais pas si tu en as eu une à l'époque, mais bon, cette console-là, il y avait... c'était comme la première console qui venait avec ce qu'on appelait la Virtual Console, qui était en fait de l'émulation, mais officielle. Où est-ce que tu pouvais acheter des jeux de Nintendo à 5 $, des jeux de Super Nintendo à 8 $, des choses comme ça. Et puis, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont redécouvert justement le plaisir de ces jeux-là. Parce que, tu sais, les jeux modernes, bon, c'est souvent, c'est super cinématographique, c'est super cool, c'est parfait, mais bon, des fois, c'est très long. Puis des fois, tu veux juste jouer pendant 15 minutes. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont, comme, je pense, redécouvert ces jeux-là d'une autre époque qui étaient quand même, qui sont toujours aussi plaisants aujourd'hui, mais qui sont plus simples. Et puis, c'est à peu près à partir de ce moment-là, je te dirais là, que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se réintéresser, à se dire, tant qu'à ça, on va acheter la vraie machine, comme ça, j'aurai pas de restrictions, je vais pouvoir jouer à tous les jeux, pas juste à ceux qui sortent, ces choses-là. Mm-hmm. Puis, justement, il y a beaucoup de jeux qui sont rares, que quand ils ressortent comme ça au grand public, ben là, leur valeur augmente parce que là, il y a plus de gens qui peuvent y jouer puis vraiment encore plus l'apprécier. Et là, à ce moment-là, tout le monde veut se le procurer. Plus, comme je disais tout à l'heure, ça devient une espèce de guerre un peu d'enchère. Donc, il y a toujours eu cette idée-là que la disponibilité allait vraiment enlever un peu la valeur à l'objet en tant que tel. Mais tu sais, je pense que un fichier numérique n'a pas le même... tu sais, un jeu, c'est pas juste... Le jeu en tant que tel, c'est aussi, il y a une boîte, il y a une cartouche, il y a un dessin, il y a un artwork dessus qui est écœurant, qui n'a rien à voir avec le jeu, ça vend du rêve. Il y a comme un poids, il y a un objet quand même physique. C'est un peu comme un vinyle. Les vinyles, c'est redevenu grand. Ça vend plus que le CD maintenant parce que justement, les gens, ils veulent avoir ce gros objet-là qui a un poids, qui a qui vient avec un rituel.
Exactement, tu sais. Là, souffler dans la cassette, ouais. Ça, c'est pas... il faut pas faire ça, hein? Non, c'est pas super bon de le faire, mais il y a des gens comme Dominique, je pense que toi, tu le fais toujours. Ben, c'est parce que ça marche. Des fois, je me tente. Puis je suis comme, je vais souffler un peu. Si jamais ça marche. Mais ouais, en fait, je pense que ce qui arrivait, c'est juste que les contacts, des fois, ils se font mal. Fait que, tu sais, quand tu sors pour souffler dedans, ben, quand tu le remets, ben, le contact, il y a des bonnes chances qu'il s'en refasse mieux après. Donc, c'était juste ça. C'est ça. Ouais, tu mettais du beau liquide là, qui mettait l'électricité partout, puis c'était correct. Puis est-ce qu'il y avait ça se restaure-tu, ces cassettes-là? Est-ce que des fois, il y en a qui fonctionnent mal, que tu peux ouvrir, puis juste en la nettoyant, ça arrange tout? C'est très rare. Les consoles sont pétés, mais les jeux en tant que tels, à moins qu'il y ait de quoi de casser à l'intérieur, ça a cassé à terre, je ne sais pas quoi, mais électroniquement parlant, c'est très rare. Là. Souvent, c'est juste le board qui est sale ou qui peut avoir de la corrosion dessus. Et puis, ça s'enlève, ça. Puis après ça, ça part numéro 1. Là, pour vrai, on teste tous nos jeux à cartouche qu'on reçoit. Puis, genre 2, 3 par année là, qui sont brisés et qui ne marchent pas. Là, c'est sûr qu'il faut nettoyer. C'est, comme je disais, souvent, c'est le contact qui se fait mal sur les cartouches. Donc, des fois, un bon vieux Q-tip avec de l'alcool, tu passes ça là-dedans, tu prends une petite puff d'alcool en même temps, tu mets ta cassette, tout va bien par la suite. Puis, j'ai oublié ma question. Fuck, j'ai ça quand ça arrive. Je voulais savoir, y a-tu des jeux que vous refusez parce que t'es comme ça, là? Genre, on n'en veut pas, là. Genre, ça sert à rien. On est rendu là pas mal avec le Xbox 360, comme tout le monde se développe. Ben, on en vend quand même, mais c'est qu'à un moment donné, on en a trop, là. On a nettement trop, puis tout le monde nous en propose, puis combien tu me donnes pour ça, combien tu me donnes pour ça. Fait que, tu sais, on est rendu qu'on les achète des fois à 1 piastre, là, tu sais, 2 piastres, puis ça s'en va avec le reste, dormir sur le tapis en attendant que quelqu'un ait fini d'acheter nos 8, 12, 15, 20 Assassin's Creed ou je sais pas quel autre jeu, là, tu sais. Ça, c'est... PS2 aussi, tu sais, il faut être sélectif. Là. PS3, présentement, il y a une petite montée en popularité, là, fait que ça, c'est bien, ça remonte, mais c'est drôle pareil, parce que cette génération-là, Xbox 360, PS2, là, c'est tranquille, sauf les bons jeux, bien sûr. Et puis, on dirait que PS3 pick up un peu, il remonte. Puis tout ce qui est avant aussi, Xbox première génération, c'est beaucoup plus recherché et en demande. Et puis, il y a plus de valeur là-dedans que dans le Xbox 360, là, par exemple. Aussi les jeux d'Atari là, qu'on commence à avoir beaucoup. Ouais. On pourrait se faire une fondation de sous-sol avec tout ça, du gros plastique dur et épais. Là. Ça, c'est des trucs. C'est la seule Atari, Coleco en télévision. Coleco un peu plus, là, mais Atari, tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup. Puis, écoute, là, on ne sait plus quoi faire avec. Là, c'est la seule qui suit aucun marché. C'est tout le temps bas. C'est tout le temps intéressant. Puis, il y en a partout. Là, c'est incroyable. On en a des caisses. On les rentre même plus en inventaire, sauf pour les précis qui valent cher. Ça ne vaut même plus la peine. Là, puis, est-ce qu'il y a des jeux dans le marché du neuf? Est-ce que vous achetez des trucs précis en prévision de ça va valoir cher éventuellement? Si tu parles vraiment des jeux récents, là, des jeux qui sont modernes, de notre côté, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché du moderne, il y a les marges de profit sont assez minuscules. Là, un jeu qu'on va vendre à 80 $, il y a des bonnes chances qu'on l'ait payé des fois à 70, 75 $. Donc, c'est vraiment assez minuscule. Donc, on en achète quand même parce que ça fait venir des clients qui découvrent aussi en même temps tout le reste de la marchandise qu'on a à offrir, qui finissent par, dans le fond, toujours acheter leurs affaires chez nous. Donc, on les fidélise comme ça. Mais, je te dirais, les quantités qu'on achète sont quand même assez... sont plus contrôlés, si on veut. On achète aussi, chez les collectionneurs, il y a une compagnie qui s'appelle Limited Run Games qui, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher, par exemple, des jeux indépendants qui sont sortis de façon numérique habituellement, et puis leur proposent de faire des partenariats pour sortir vraiment des copies physiques, parce que les copies physiques, c'est très convoité. Et puis, eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que sur leur site, ils vont ouvrir des commandes puis ils vont produire le nombre de copies commandées. Fait que si ce matin-là, tu as fait la grasse matinée puis il n'en restait plus, tu passes ton tour.
Sauf que nous, on a des ententes avec eux et puis on peut obtenir ces jeux-là. Et puis ces jeux-là, souvent, vont se retrouver sur le marché après, des fois, des gros prix parce que, bon, de ce temps-ci, les gens aiment ça, acheter des affaires neuves, mettre le marché à sec, puis après ça, essayer de le vendre le triple du prix. On l'a vu avec toutes les PlayStation 5, ces affaires-là. Ouais, et puis... limité, tu sais, les Limited Run, ils font flash, puis après ça, ils en font plus jamais. C'est ça. Ils en font plus, là, tu sais. Fait que si t'as raté ta run, t'as raté ta shot, ben, faut que t'es chasses. Exact. Puis, tu sais, nous, ça serait pour nous, ça pourrait être une vache à lait extraordinaire, mais vu qu'on a une entente avec eux, on doit les vendre dans le fond le même prix qu'eux les font. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui nous les achètent pour les revendre. Des fois, il y en a qui nous les achètent, puis ils essaient de nous les revendre plus tard parce que le prix a monté et tout. Donc, c'est toujours un peu... comme jouer avec le feu, là, ces affaires dans le neuf, mais l'affaire qui intéresse. Une petite parenthèse, c'est que Limited Run, ils ship aux particuliers en premier, tu sais. Fait que si toi, tu achètes direct chez Limited Run, tu as ton jeu, puis après ça, eux autres, ils ship aux magasins, tu sais, puis nous autres, les magasins, on les a après. Puis des fois, il y a un délai entre les deux qui fait que quand nous autres, on a reçu le jeu, on le reçoit à neuf, le jeu, il est comme déjà 100$ over le prix, tu sais, qu'il faut qu'on le vende, tu sais, ça va super vite, là. Les scalpers de jeux neufs comme ça, Limited Run, là, ces gens-là, là, ils focus là-dessus, là, tu sais, comme ils brisent le marché avec ça. Fait que, tu sais, disons, il faut qu'on vende ça pour des peanuts, là, finalement. Ça a complètement explosé. C'est quoi l'avantage d'avoir cette entente-là pour vous autres si vous ne pouvez pas profiter du fait que c'est un marché qui est super volatile? Ben, c'est sûr que on a une marge quand même un peu plus intéressante là-dessus. Je te dirais peut-être qu'il est plus de l'ordre du 20-25%, tout dépendant. Mais je pense que c'est un service. À la base, nous, on est vraiment des collectionneurs aussi. On a vraiment construit, je pense, le commerce qu'on aurait vraiment aimé avoir. C'est le magasin qu'on aurait aimé fréquenter. Puis, nous, ces choses-là, pour nous, c'est un service qu'on offre. C'est quelque chose qui fait que les clients l'apprécient, puis après ça, ils reviennent, puis après ça, s'ils achètent de l'usager, ben là, automatiquement, on fait plus d'argent aussi, puis on les fidélise aussi comme ça. Mais c'est sûr que, c'est des affaires que tu dis, écoute, on le fait parce que... c'est un peu qu'on se développe aussi, parce que nous, on joue aussi au jeu, d'ailleurs. On n'est pas que collectionneur ou que vendeur, on joue beaucoup. Puis quand on sait que le nouveau jeu indie qui va sortir sur les Limited Run, ça va être big, là, le monde, maintenant, ils savent qu'on va en avoir là, chez Retro MTL. Là, fait que c'est vraiment un créneau qu'on développe. Puis le monde, comme aujourd'hui, c'était une journée qu'on avait du stock Limited Run. Là, à chaque jour qu'on en reçoit, c'est comme ça fait un buzz. Là, okay. Les jeux à tirage limité comme ça, pour revenir à ta question aussi, ça augmente la valeur. Mais mettons les jeux comme PS4 ou Xbox, justement, ça fait l'inverse. Ça déprécie à part quelques options. Mais comme un mois plus tard, le jeu, il vaut la moitié du prix, puis 5 mois plus tard, ça vaut 10$. Là, ça déprécie au max. Là, quand tu commandes ça, il faut que tu commandes la bonne quantité dans le bon timing. Sinon, tu rates le train, t'es pogné avec ça. Surtout les jeux de sport qui ont une année d'identité. Puis là, le NHL sort, mais si tu les as pas tous vendus avant la mi-saison, ben t'es terminé. Comme il y en a le nouveau est annoncé, puis il n'y a personne qui va l'acheter. Ben moi, je pense que tous les jeux que j'ai achetés, je pense que c'était dans des clips vidéo dans bin à 10 ou 15, 10 ou 5$. Parce que j'ai toujours eu cette mentalité-là, moi, par rapport à tout ce qui est technologique. Je suis tout le temps 1 ou 2 générations en retard. Puis je l'assume. Genre, je me sens pas limité par ça. Je sens pas que je manque quelque chose. J'ai l'impression que quand je vais l'acheter, ça va me coûter moins cher. Tout va avoir été testé. Tout va être sorti. Puis je vais juste sauver de l'argent. Fait que je me suis comme créé un système moi-même d'être en retard volontairement. Puis à date, ça marche super bien. C'est pas stressé avec les jeux qui sortent. C'est bien correct. Là, moi aussi, je suis un peu de même. Dans le fond, là, je suis vraiment pas comme... je cours pas nécessairement après la nouveauté. T'sais. Je peux jouer à quelque chose, c'est sorti, ça fait 3 ans, puis c'est bien correct pour moi. Là, c'est un marché moins excitant, le jeu neuf, pour vous autres, plutôt que le rétro? C'est une mauvaise business. C'est difficile un peu, tu sais. Comme on regarde, par exemple... vas-y. Ouais, mais tu sais, comme par exemple, si on regarde les nouvelles consoles, comme PlayStation 5, ces choses-là, tu sais, nous...
acheter ça pour l'avoir en magasin, le profit qu'on fait. Là, on parle beaucoup de profit, mais en même temps, c'est une business, je veux dire. Mais non, mais c'est normal. Il faut payer nos employés, l'électricité, toute la brique. Mais tu sais, c'est ça. Sur une vente comme ça d'une console qui coûte 730 $, je pense, ben tu sais, nous, on fait peut-être 4 $, 3 $ de profit à peu près là-dessus. Tu sais, c'est vraiment... il faut que tu vendes des jeux, il faut que tu vendes d'autres choses pour que ça vienne avec. Fait que tu sais, nous... Là-dessus, puis surtout en ce moment que le marché, ben, on le sait, là, le monde, ils achètent puis ils revendent sur Kijiji à 1000 $ pour ils créent dans le fond une espèce de marché à sec, un peu de façon pas volontaire, mais du moins, ça fait en sorte que c'est dur à trouver. Ben, nous, quand on en a peu, ben, justement, on y va par nos contacts et tout, mais on ne veut pas non plus se lancer commencer justement à gérer de la PlayStation 5 et tout. On va attendre vraiment qu'il y ait une production qui va être plus là. Mais sinon, pour nous, comme je te dis, financièrement, c'est pas intéressant. Pour les clients, ben, c'est du stress aussi. Les gens sont nerveux d'avoir ça. Il y a de la chicane. Ben, en fait, avec la pandémie, je pense qu'il y a vraiment comme le monde est un peu viré fou sur bien des affaires. Là. Aux États-Unis, je sais qu'il y a les Walmart ne vendent plus de cartes Pokémon. Walmart et Target, parce que dans le fond, il y avait des gens qui avaient acheté des boîtes de cartes Pokémon, puis ça se battait dans le parking et tout, genre, parce que les gens, ils achètent pour les revendre le triple du prix la même journée. En tout cas, il y a beaucoup de. Il y a comme une espèce de mentalité aussi comme ça qui existe des fois avec le neuf, qu'on. On se trempe pas trop l'orteil là-dedans. On essaie de garder notre niche. La nostalgie, c'est plus doux que de vouloir la nouveauté. Ça vend, puis c'est ça qu'on vend, là. C'est ça qui fait que ça marche, puis le neuf aussi, il ne faut pas oublier, c'est pas éternel, ça là, ça la fait. Il n'y en aura plus des nouveaux jeux neufs bientôt. La prochaine génération de consoles n'aura sûrement pas de support physique, là, fait que il n'y a pas d'avenir dans le jeu neuf physique présentement, du moins à long terme. Là, on arrive à la fin. Là, puis la Nintendo Switch continue de maintenir ce marché-là présentement plus que les autres, d'après ce que j'observe. Je pense que c'est parce que c'est une console un petit peu plus familiale, casual, qui touche un public très large, tandis que les publics très pointus gamers, qui ont les moyens de se payer une PS5 à 700-800$, puis qui va vouloir être là-dedans, il est plus digital, il est plus informé, il est plus techno, entre guillemets. Fait que c'est vraiment un marché qui achève. Puis c'est pas pour rien que GameStop a de la misère aux États-Unis ou quoi que ce soit. Ils peuvent pas faire du rétro, puis les jeux neufs s'éteignent. Fait qu'ils vendent des toutous, ils vendent des gogos, des tables, ils vendent des garanties prolongées, ils vendent des figurines, ils vendent tout ce qu'ils peuvent, des tapis, pour pallier à ça. Mais ça s'en va dans le gouffre, là, Puis toi, en tant que magasin aussi, d'un point de vue strictement marché, le mercantile, si tu vends du neuf, tu es en compétition avec les PlayStation Store, avec il y a plein de façons de se procurer les jeux, tandis que dans le rétro, c'est beaucoup plus ciblé, puis j'imagine que c'est plus intéressant à ce niveau-là. L'affaire aussi que nous, on a découvert quand on a ouvert, comme on a parlé un peu tout à l'heure, comment on a ouvert la boutique et tout, mais on ne s'attendait pas non plus, on n'avait pas idée à quel point, on parle depuis tout à l'heure de rétro, de jeux neufs et tout, mais pour bien des gens, il n'y a pas cette différence-là. Eux, chez eux, ils ont une PlayStation 3, puis ils achètent des jeux de PlayStation 3, Puis eux, ils arrivent chez EB Games, Walmart et compagnie, puis ils n'en vendent plus. Fait que, ils sont tristes. Mais là, un magasin comme le nôtre arrive, ben, pour eux, c'est parfait. Fait qu'on se ramasse beaucoup avec une clientèle aussi qui n'a pas nécessairement fait le saut, qui n'a pas nécessairement toutes les dernières machines, puis qui n'est pas nécessairement collectionneur. Des fois, ils veulent juste jouer. Pour une famille, tu viens chez nous, des jeux pour enfants, il y en a des tonnes et des tonnes qui vont te coûter une dizaine de dollars, alors que, ben, c'est ça, si tu t'équipes sur une Switch ou une PlayStation et tout, tu vas être beaucoup dans des montants beaucoup plus élevés. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui... je pense que 70-80% de notre clientèle, je te dirais, c'est vraiment des gens qui sont... Je pense pas qu'ils se considèrent comme collectionneurs, mais je pense qu'ils se considèrent du moins comme enthousiastes ou ça, ou du moins juste des gens qui n'ont pas nécessairement fait le saut à toutes les consoles qu'il y a. Donc, je pense qu'on répond... Oui, ça, c'est comme, wow, ils se vendent des consoles, oui, comme si c'était une nouveauté, là, mais c'est ça. Il y a des gens qui ont un budget fixe par rapport à ça, qui ne veulent pas comme partir en peur, puis ça, c'est suffisant, c'est bien correct.
sont pas des rétro gamers, ils sont casual. C'est du monde comme tout le monde qui ont envie d'essayer ça. Fait que, honnêtement, là, à mon humble avis de gars qui n'est pas justement calé dans ça, je comprends que la qualité augmente considérablement, là, PS4, PS5 et tout ça. À partir de PS3, à partir du moment où c'est en 3D, tu peux te promener, qu'il y a des animations, puis je veux dire, tu peux trouver ton compte sans problème là, si t'es pas avide de ça me prend la dernière affaire. Là. Ah, absolument. Tu sais, je pense que. Oh, vas-y, Dominique. Je juste dire, j'étais d'accord. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense que si on regarde dans les dernières années, c'est vraiment des nouveaux genres qui sont nés de purement la technologie, tu sais, à part les jeux, mettons, de réalité virtuelle, peut-être certains jeux en ligne qui vont être avec des grands nombres de joueurs, parce que je suis aussi développeur de jeux vidéo dans la vie, fait que je suis un peu familier avec ce qui se passe. C'est sûr que je pense que rendu génération PlayStation 2, peut-être plus PlayStation 3, Xbox 360, je pense que ça a été quand même une génération qui a été, pas nécessairement qui a plafonné, mais du moins, je pense que c'est un peu le moment où est-ce qu'on est arrivé à une puissance qui permettait quand même à tout le monde un peu de faire, de dire ce qu'il y avait à dire, si on veut. Tu pouvais faire des expériences plus cinématographiques et tout. Comme je te dis maintenant, peut-être que ce qui pousse un peu plus la technologie, c'est tout ce qui est réalité virtuelle, qui est peut-être un peu plus gourmande en termes de performance et tout. Sinon, c'est ça. Des jeux en ligne comme Fortnite, des jeux comme Fortnite, ça roule sur un peu toutes les machines, même les téléphones cellulaires. Donc, il y a toujours moyen de patenter de quoi, là. Puis avez-vous, en terminant, avez-vous des histoires d'horreur de genre des deals qui se sont mal passés, des clients qui étaient pas contents de la valeur de leurs affaires ou des erreurs peut-être que vous avez faites en achetant de quoi pas cher, en sachant pas nécessairement la valeur que ça pouvait avoir, puis t'en es rendu compte après, puis le gars, y a-tu des trucs comme ça qui sont arrivés? Eh ben, je sais. On a. Moi, je suis moins à la boutique un peu, mais ouais, c'est sûr qu'on a des gens pas contents. Tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent que ça va valoir cher, qui vont venir nous voir, puis là, ils s'attendent à ce qu'on leur donne plus cher que qu'est-ce qu'on le vend. Donc, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus toujours plaire à tout le monde. Là. Ça fait un peu partie de la game. Des fois aussi, c'est sûr que c'est du commerce au détail. Là. Je te dirais, 99% de notre clientèle est vraiment extraordinaire parce qu'ils nous soutiennent. C'est des réguliers, des gens qu'on connaît bien. C'est sûr que c'est ça, des fois, tu as un 1% qui rentre qui te scrape un peu tes statistiques pour le mois. On a eu des personnages qui nous ont envoyé des courriels de haine, des choses comme ça. Ça c'est arrivé. Mais tu sais, je sais pas, t'avais-tu une anecdote? Moi, j'ai pas d'anecdote précise vraiment de. Le pire ou celui qui m'a marqué le plus, c'était un personnage du genre, en effet, qui rentre, tu sais, puis qui dit pas un mot, puis qui a de l'air très lugubre, là, puis qui fait peur. Puis il se promène dans le magasin pendant 1 heure. Là, il sort un jeu à 5$. Là, il veut le négocier, tu sais. Là, on est comme 5$, c'est ce qu'il y a de moins cher dans les jeux. Là. On ne vend pas des jeux 1$. Là, comme. Puis là, c'est comme non. Puis là, il nous ramène un autre jeu qui vaut absolument rien. Tu sais, peux-tu l'échanger? Tu sais, il gosse de même. Là. Puis là, il s'en va chez eux. Là, il revient 3 jours après. Même rituel. Tu sais, il nous bouffe 3 heures de magasin à niaiser pendant que notre staff faut qu'il le surveille comme ça. Et puis, ils achètent 5$, puis il s'en va, puis il essaie de nous négocier. Tu sais. Puis, nous avons une vidéo chez eux, un moment donné, que son jeu à 5$ qu'il avait acheté chez nous, il aurait buggé. Tu sais, il avait comme filmé l'écran, puis là, le jeu, il bug. Puis là, on est comme, écoute, d'accord, mais peut-être c'est notre jeu, ça peut être n'importe quel jeu aussi. Là, tu sais, ramène-le en magasin, on va regarder ça. Puis là, il a tilté complètement. Là, tu sais, comme quoi, je vais acheter chez vous. Puis là, c'est ça, là, il a tilté complètement, puis il s'en est pris à notre page, il a mis des mauvais reviews partout. Il a créé une annonce Kijiji pour nous blaster sur sa page personnelle, sur Google. Il s'en est pris à nos employés dans ce qu'il disait. Il disait qu'on était raciste en plus, puis à un moment donné, il parlait de Francis Bouillon dans son affaire, puis là, j'étais comme, OK, man, tu sais, comme juste un bloc de texte, pas de point, pas de virgule, rien, là, tu sais. Ouais, un beau délire, là. Non, fait que c'était tout qu'un numéro, puis mais en même temps, un gars de même, là, c'était peurant, tu sais. C'est hyper épeurant. Il peut-tu rentrer avec un gun, lui, puis décider de shooter la fille en arrière du comptoir parce qu'il n'est pas content, tu sais, ça se peut, là. Je sais pas, moi, là. Mais ça risque d'être un gun de Nintendo original. C'est ça, il va la zapper. Fait que, c'est
c'est ça. Les gars de même, ça arrive pas souvent, mais ça peut. Fait qu'on garde toutes les traces de ça. D'un coup, je sais pas quoi qui se passerait, là, tu sais. Mais sinon, tu parles aussi des choses qu'on a achetées. Mettons, pour ce qui est Pokémon, justement, surtout Game Boy Advance. La contrefaçon, elle existe énormément au Super Nintendo aussi pour les jeux chers. Donc, nous autres, il faut vraiment qu'on train notre staff en fonction d'être capable de les spotter. Parce que tu peux acheter un jeu qui en vaut 800, qui vaudrait 800$, on donne 400 à personne, 500, puis il est content, mais finalement, c'est un faux. Là, ça vaut rien. Là, comment tu fais pour identifier ça? Ça se fait avec quand un œil habitué va voir très rapidement, mais ce qui est souvent, mettons, le print, il est lisse ou il est super shiny ou quoi que ce soit. Le matériau il est plus épais parce que c'est de l'impression numérique, là, Puis le seal de Nintendo, le seal, il est comme or et blanc. Puis ça ment pas. Quand c'est imprimé sur une imprimante, là, c'est comme c'est rabattu brun, là, alors que c'est supposé être un peu or brillant, cette affaire-là. Fait que ça, on le voit bien. Ou le logo Nintendo, il n'est jamais on point, quand c'est dans le plastique. Là, tu vois qu'il y a une opération, c'est... Des fois, les cartouches de Game Boy piratées, ils vont avoir des fois des fautes. Ça va être écrit Nintendo, des choses comme ça. Il y a des typos dans les étiquettes. Mais on s'en fait pas tellement passer. C'est plus plate des fois pour les clients, parce que des fois, il y a des clients qui arrivent, puis là, sont comme... ils nous amènent leurs jeux, il y a des gens qui apportent des fois mettons, 4 jeux de Super Nintendo, puis pour échanger, pour avoir une Switch ou une PlayStation 4 neuve, des choses comme ça. Puis les autres ils sont persuadés que tout va bien aller, puis là, finalement, ben, c'est des copies, puis là, eux, ils nous racontent qu'ils ont acheté, je l'ai acheté je l'ai acheté de quelqu'un, ce qui Kijiji, ça se peut pas, mais t'es comme, je peux pas je peux rien faire, c'est un peu triste pour eux à ce niveau-là. Ça, c'est juste poche. Ça vous est-tu déjà venu à l'idée de faire des petites capsules pour justement juste éduquer un peu la communauté du rétro à identifier des affaires, puis faire... On l'a déjà montré une couple de fois. On avait déjà justement là, quelques petites images un peu qu'on fait sur notre page, justement, là, pour parce qu'à un moment donné, c'est ça, il y avait beaucoup de cartouches comme ça qui rentraient. Même nous, des fois, on en a acheté au début. Là. Moi, j'en avais acheté sur eBay des affaires qui sont arrivées qui étaient complètement fausses. En fait, sur eBay, en ce moment, je veux dire, eBay empêche pas nécessairement les gens de vendre des fausses cartouches. Ça va être déjà en partant, c'est un peu embarrassant. Là. Mais oui, je pense que à la base, quand c'est trop beau pour être vrai, puis s'il faut que tu ailles dealer dans un parking de couche-tard à 10h30 le soir, c'est probablement pas un bon deal. Ouais. Puis, est-ce que légalement, as-tu le droit de revendre ça quand même en indiquant que c'est une copie? Moi, j'habite proche d'un banco ici, puis ils vendent ça allègrement, là, fait que j'imagine que oui, c'est là, c'est avec les autres. Est-ce qu'ils le disent? Ouais. Je ne sais pas. Je pense... oui, il l'avait dit. Mais, tu sais, c'est... Tu n'as pas le droit, techniquement, parce que c'est quand même un copyright, je veux dire, c'est comme si je fais des copies de DVD de Casablanca, je veux dire, je vends des copies quand même. Maintenant, est-ce que c'est compliqué à procéder à, mettons, une arrestation, quelque chose? Probablement, il doit falloir qu'il y ait une poursuite ou une plainte ou quelque chose. Là. Mais bon, on ne se lance pas là-dedans, mais nous, on n'en vend pas. Puis je pense que c'est arrivé une fois par le passé qu'on a vendu un jeu sans le savoir nous-mêmes. Puis la personne nous a contactés, puis on rembourse, puis c'est terminé. Il n'y a pas on ne se bat pas non plus avec le monde, mais on ne prend pas ce risque-là parce que, comme je dis, nous aussi, on est collectionneurs, puis à un moment donné, c'est détruire ton propre hobby. Si le marché devient saturé de ça, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de confiance vraiment dans le marché en tant que tel. Puis toute la valeur de nos collections tomberait un peu tranquillement. Donc, ça ne vaut pas la peine, je pense. Là. Est-ce que les commerçants utilisent ça aussi pour pallier à leur propre offre, qui, s'ils n'en ont pas de Pokémon, à vendre, puis leurs clients leur en demandent, ben, ils vont en acheter des faux, puis ils vont leur vendre, puis leur dire, ben, c'est le même jeu, c'est pas la même cassette, là, mais dedans, c'est le même jeu. Quand tu joues, c'est pareil. Fait que tu peux acheter ça pour 20$ au lieu d'acheter le Pokémon original à 80$, 100$, Mais, comme Fred dit, nous, on n'embarque pas là-dedans. C'est impur, et puis ça scrape, ça fait du noise, puis ça sème le chaos. C'est vraiment mauvais.
Mais tu sais, si tu as des auditeurs qui aimeraient ça, tu sais, des fois, justement, pouvoir jouer sur leur console originale puis qui ne veulent pas nécessairement payer des fortunes en jeu, il existe, Dominique le mentionnait tout à l'heure, il y a des cartouches que tu peux acheter en ligne qui sont légales. Ce que tu fais avec après, c'est une autre histoire, qui sont légales, que tu peux acheter, que ça coûte à peu près 200$ puis qui vont te permettre, mettons, d'utiliser des cartes flash sur lesquelles tu vas pouvoir mettre des ROM, c'est ça, dessus, un peu comme un émulateur, sauf que tu vas jouer sur ta machine. Ça te coûte à peu près 200$. Puis tu sais, tu te dis, en tant qu'à acheter 5 copies chinoises à 30-40$, ben tu sais, t'achètes ça, tu peux toutes les avoir, tu peux toutes jouer à toutes tes affaires chez vous. Puis tu sais, par la suite, il n'y a pas cette confusion-là qui règne. Puis ces cartouches-là aussi, ben tu sais, les gens, ça fait des années que ça existe, ça fait des années que c'est le même prix aussi. Fait que tu sais, ça a une valeur aussi parce qu'il y a une utilité à ça. Ouais. C'est quoi l'item le plus cher que vous avez vendu? Qu'on a vendu. En boutique, je pense que la cartouche qu'on a mentionnée tantôt, c'était pas mal la plus dispendieuse, là, je pense. Compétition. Ça, c'était. On l'a vendu très cher que sa valeur, c'était très dur à évaluer, là, mais on l'a vendu à un ami pour sa collection Super NES. Okay. Fait que, ça, c'était un gros item, mais on n'a pas eu d'item plus haut que ça pour l'instant encore, je dirais. Mais tu sais, quand mettons, on fait une vente comme en fin de semaine, on vend 20%, tu sais, il y a quelqu'un qui s'est monté une facture de 3000, tu sais, mais qui a acheté 60 items, là, tu sais, fait que c'est ça que c'est intéressant de voir ça aussi. Tu sais, 100$, c'est pas mal quasiment la base là, d'une commande. Là, tu sais, les gens, ils n'ont pas peur d'investir là-dedans, d'acheter, de se gâter dans les jeux vidéo. Ça, c'est bien intéressant. Tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Là, c'est pas rare qu'on vend un jeu qui vaut 200, 300, tu sais. Mais, comme je le dis souvent, des fois, au lieu d'avoir un jeu qui vaut, je sais pas, moi, 2000$, qu'il faut vraiment trouver l'acheteur, là, tu sais, ça peut dormir sur nos tablettes. Ça peut se vendre tout de suite, tout comme ça peut dormir sur nos tablettes pendant 6 mois. J'aime mieux avoir pour 2000$ de Mario Kart, tu sais. Là, ça roule, ça, là. Ouais, puis il y a toujours un stress aussi, tu sais, vendre de quoi à 2000$, quelqu'un que tu connais pas, faut que tu y ailles par la poste, t'es comme, vas-tu se faire crosser, ça va-tu bien se passer aussi, tu sais. Il va nous dire que le colis n'est pas arrivé, parce Canada va arriver, puis là, il va falloir se battre avec, puis ça, là, c'est shipper ça, surtout, mettons, aux États-Unis, whatever, tu sais. Il n'y a pas de protection contre ça, à part de faire signer à la livraison. Ben oui, mais en même temps, la livraison, je pense que Post Canada ne font pas signer à cause de la COVID et tout. Donc, il faut vraiment que tu trouves un service de livraison fiable. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment eu de mauvaise surprise. Je pense qu'on a plus des fois des mauvaises surprises quand on envoie à l'étranger. Tu sais, des fois, on a des clients d'Europe là, qui ça c'est compliqué un peu plus, là, surtout parce que bon, en ce moment aussi, nous, on a des restrictions à nos frontières, mais il y a des pays qui ont des restrictions vraiment aussi sur la poste qui entrent. Donc, des fois, si ça transige par un pays, ça peut rester coincé longtemps. Donc, c'est un peu compliqué des fois. Hey, moi, je rush juste sur Marketplace, là, fait que je ferai pas ce que vous faites, là. Écoute, c'est pour ça qu'on a un magasin, hein, parce que je pense que dealer des rendez-vous, comme je disais tantôt, là, dans des parkings de AEW et tout, c'est compliqué. Là. Je pense que l'avantage qu'on a, nous aussi, c'est que les gens peuvent aller sur notre site à minuit et demi le soir, acheter, mais venir le récupérer au magasin. Fait que, même là, tu n'as pas besoin de payer l'expédition et tout, puis ton item, tout est réglé. Il y a une forme de protection aussi qui vient avec ça, puis confiance, puis... éplucher Kijiji puis Marketplace, c'est ce qu'on faisait un peu au début quand on commençait à collectionner, là, tu sais, puis il peut y avoir des très bons deals là-dedans, que si t'es rapide, tu gunnes, tu sais, mais à un moment donné, on travaille, puis on n'a pas le temps, puis c'est fatigant, ça choque à 80% du temps, là, tu sais. Ouais. C'est pour ça qu'on est content. Comme on essaie le moins possible, les gens communiquent avec nous le mieux, tu sais. Ça veut dire que notre système est efficace, puis les choses se vendent, se font gérer, se font shipper, tout le monde est content. Tu sais, c'est vraiment ça l'objectif. Là. Que ce soit une machine bien huilée, puis qu'il n'y ait pas de chaos nulle part, puis que ça coule. Là. Très cool. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné par rapport à ce monde-là que vous aimeriez dire ou un service que vous offrez dont on n'a pas parlé? Juste
Je veux juste rien laisser. Ben, on n'a pas parlé de l'affaire, en fait, qui est en ce moment dans le marché, qui est peut-être drôle. On peut peut-être parler rapidement, en fait. Parce qu'on parlait beaucoup des prix et tout. On peut prendre le temps, ouais. Écoute, puis en ce moment, il y a comme l'affaire qui a le plus explosé depuis la pandémie ou dans les dernières années, c'est les gens qui achètent des jeux neufs. Là, on le voit un peu, un peu plus dans les nouvelles. Là, des fois, des Mario Bros 3 neufs qui se sont vendus dans des enchères à 500 000 $, des choses comme ça. Okay. Donc là, en ce moment, on est, depuis la pandémie, je pense, dans tous les domaines, il y a comme un engouement sur les investisseurs spéculateurs un peu, si on veut, là, des gens qui achètent puis qui essaient de s'imaginer qu'est-ce qui va valoir le plus cher. Et puis là, tantôt, on parlait justement de nos prix et tout. Le marché régulier a monté un peu quand même, mais pas autant de façon exponentielle que les jeux neufs. Donc, les jeux neufs, ça, c'est la grosse affaire que nous, on sait pas, on est en train de regarder un peu cette affaire-là, mais ça se passe avec des enchères aux États-Unis. Avec les jeux neufs, ils font grader, comme on dit. Là, je ne sais pas c'est quoi le terme français, mais mettons, tu as une carte de hockey que tu envoies faire authentifier, dans le fond, scellée dans un plastique, puis ça, c'est ta Wayne Gretzky recrue, tu sais, puis ça, c'est une vraie, puis il y a une note dessus, usée à telle place, Puis là, ça, maintenant, sous cette forme-là, scellée, authentifiée, ça vaut, je sais pas, 20 000 $. Ben, il y a des compagnies maintenant qui font de l'authentification de jeux vidéo comme ça. Et puis, les gens, ils achètent des jeux neufs. Quand on se dit jeux neufs, c'est des jeux, tu sais, carton, là, pas un jeu de PS4, là. Des choses. J'ai pas compris, ça a coupé un petit peu. Tu dis, qu'est-ce qu'ils achètent exactement? Des jeux neufs, mais de boîtes de carton, tu sais, pas des jeux de PS4. Des jeux, tu sais, mettons, tu trouves Contra au NES, là, tu sais, jamais déballé. C'est dur à trouver, ça, parce que le monde les achetait et ils jouaient, là, tu sais. Mais ça, c'est jamais déballé. De un, ça vaut extrêmement cher parce que le fait qu'il n'est pas déballé. Puis le monde envoie ça se faire authentifier. Si ça revient avec une bonne note, ben là, mettons que 9, ça vaut, je dis n'importe quoi, là, 300$. Ben là, le monde va essayer de flipper ça pour 50 000, là, tu sais. Si c'est un first print, s'il est parfait, s'il y a une bonne note, Fait que là, présentement, le monde, il chasse les jeux neufs pour les faire authentifier, pour essayer de les flipper à des prix de malade sur des sites comme Héritage ou sur eBay, carrément. Fait que ça, c'est la nouvelle affaire. C'est comme le nouveau marché à surveiller présentement dans le monde de la collection. Tu sais, c'est de la spéculation. C'est fou, là, tu sais. Puis il y a un groupe Facebook que je suis où est-ce que c'est des gens qui sont focus que là-dedans. Et puis, man, les affaires que je vois là, tu sais, c'est incroyable, là, tu sais, c'est des jeux à des dizaines et des centaines de milliers de dollars, tu sais, que ça se flippe là-dedans, ça se vend, ça se fait des échanges. En même temps, c'est dur à croire, tu sais, j'ai de la misère à le visualiser. Mais cette vente-là d'un Super Mario Bros 1 complet, le print précis, qui s'est vendu quasiment un demi-million, qui l'a acheté? Tu sais, c'est-tu legit? C'est-tu une vraie vente, tu sais, ou c'est du monde qui essaye de... C'est beaucoup comme c'est beaucoup des consortiums, des fois des groupes d'investisseurs littéralement là, qui achètent ces pièces-là avec des gros budgets, qui les stockent, qui les reflippent. Le site que Dominique parlait, Heritage Auction, qui est comme dans le fond le plus grand encanteur d'objets de collection, là, c'est aux États-Unis, je pense à Las Vegas. Et puis, tu sais, eux, c'est tout là que les gros comics se vendaient et tout. Puis là, c'est rendu leur nouvelle vache à lait, les jeux vidéo. La compagnie qui authentifie les jeux, ils ont comme... nous, on reçoit des fois des jeux neufs. On en a envoyé une fois, je pense qu'il y a 1 an, les faire authentifier, puis on les a pas encore reçus parce que eux, comment ça fonctionne, c'est que tu payes à peu près 70$ pour le faire évaluer, mais tu peux payer 4 fois plus cher pour le faire évaluer en priorité, mais là, la priorité, la liste d'attente est rendue de plusieurs mois, donc tu sais, jamais nos affaires vont passer, je pense. Là. Donc, mais parce qu'il y a 2 compagnies qui font ça, puis c'est la plus populaire, Wata, tu sais, eux autres, là, oublie ça, là, ça explose, là, ils fournissent pas en tout, là, ils ont un backlog là, à sceller, eux autres, puis à vérifier, là, tu sais, et fait que eux autres, ils sont partis d'une business, une mine d'or, là, tu sais, ils fournissent pas en tout. C'est
c'est beaucoup des dentistes, des gens comme ça aux États-Unis, des gens qui ont plein d'argent qui se lancent dans la collection et pendant que tu as des gars comme nous autres dans leur sous-sol avec des bibliothèques pleines, puis on tripe à avoir les jeux et les collections complètes. C'est comme un nouveau. Ben, en fait, c'est un nouveau domaine vraiment là, qui apparaît. Ça va un peu, je pense, de pair avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qui est bitcoins, tout ce qui est spéculation. NFT, exactement. Les gens, ils veulent faire vraiment de l'argent vite, vite, vite. Ça, c'est un peu spécial, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais bon, nous, on est un peu moins là-dedans. Je pense que on a déjà mis des gros montants sur des jeux, mais je pense pas qu'on est rendu à. On n'a pas les salaires, je pense, pour s'acheter des Mario Bros. Il faut s'y intéresser un peu aussi. Là, quand on va en avoir des jeux se faire grader, puis on verra ce que ça donne. En Ontario, c'est déjà assez populaire là-bas, là, à ce qu'on constate, là, du moins d'après nos contacts. Fait que Québec, ça semble un peu plus tranquille. Fait qu'on se garde au courant. Là. Puis vous avez acheté des jeux, tu me disais, assez dispendieux, mais c'est quoi le plus gros montant que vous avez dépensé pour obtenir un item, justement? Je peux commencer parce que Dom, il est vraiment plus élevé que moi. Je ne sais pas si tu veux en parler. Ouais, vas-y, je vais aller. Okay. Ben j'aurais dû aller chercher parce que moi, c'est vraiment minuscule. Moi, je l'ai acheté dernièrement. Avant de dire le montant, je veux dire que ma conjointe Fanny est au courant du montant que j'ai payé. C'est un jeu que j'ai payé 3500 $. Okay. C'est de l'argent que évidemment j'avais économisé. Je n'ai pas sorti ça de ma paye pour ni du REE de mon fils. Mais en fait, c'est ça. Dans le fond, c'est un jeu de TurboGrafx 16 que je mentionnais tout à l'heure, qui est un jeu qui a complètement floppé, qui était seulement disponible commande par téléphone et tout dans un catalogue. Un jeu qui a eu un tirage en bas de 10 000 copies en existence. Et puis, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il était il n'était pas disponible en magasin, c'est extrêmement rare. Et puis, la compagnie qui les vendait par téléphone, à un moment donné, ils ont comme liquidé. Fait que, c'est sûr qu'il n'y a pas d'entrepôt. Il n'y a personne qui va trouver un entrepôt avec 3-4 boîtes de jeux-là, puis faire tanker complètement le prix. Mais bon, C'est drôle parce que les jeux de TurboGrafx, là, je ne l'ai pas apporté de main, mais c'est à peu près la grosseur d'une carte de crédit. C'est absolument minuscule. C'est la plus petite affaire au pouce carré qui vaut le plus cher chez nous. Mais bon, la raison, comme je disais, pourquoi tu l'achètes, c'est qu'il n'y a pas grand gens il y a beaucoup de gens qui vont avoir des collections pseudo-complètes de TurboGrafx. Il y en a peut-être une ou deux qui se vendent par année qui n'ont pas ce jeu-là, disons. Mais si moi, un jour, je veux vendre ma collection, ben là, vu que j'ai ce jeu-là, ben là, ma collection devient comme un peu premium parce que ça, il y en a vraiment pas souvent qui passent avec ce jeu-là dedans. Donc, même si c'est un gros montant, ben, je me dis, pour le futur, ça peut au moins, ça donne de la valeur au tout. Ça devient vraiment un truc complet à 100%. Mais bon, j'ai quand même pas l'intention de le vendre non plus. Mais bon, si jamais ça arrive, ça sera là. Puis est-ce que tu assures ça? C'est-tu assuré? Oui, c'est assuré. OK. Et les assurances, ça, c'est une autre affaire, là, mais il faut que tu fasses un bon fichier, des photos. Ton assureur, il faut qu'il comprenne quand tu lui dises que tu as des jeux vidéo, que tu dises, quand tu donnes le montant, souvent, il comprend un peu là, dans quel game que tu joues. Là. C'est ça, moi, c'est des instruments, c'est à peu près le même principe. Oui, c'est ça, exactement. Puis, des fois, il y a des limites, mais bon, certains assureurs vont être un peu plus flexibles, mais ils vont te demander plus de preuves aussi. Mais habituellement, quand tu es collectionneur, tu vas vraiment tracker bien tes affaires. Mais toi, Dominique, je pense que tu as vraiment Tantôt, on parlait de Saint-Graal, mais toi, je pense que tu en as un pas mal dans ta collection, un Saint-Graal. Ceux qui font la collection complète de NES, dans le fond, ils font. Quand on dit qu'on a un set complet, souvent, c'est un set complet moins un jeu qui était authentique. Qui était legit de Nintendo. Puis moi, je me suis procuré cette année. C'est un jeu tout banal, de même, qui s'appelle Stadium Events, qui est un jeu de Power Pad, donc, tu sais, le tapis qu'on court dessus. Là. Dans le fond, Bandai, qui ont créé ça, avait créé un tapis aussi dans le temps, qui va avec ce jeu-là, puis un autre qui s'appelle Athletic World. Et puis Nintendo, ils ont vu ça, ils ont dit, mais quel concept incroyable. Ils ont racheté ça à Bandai, ils ont tout retiré du marché, ce jeu-là et l'autre, et le tapis et tout ça. Ils ont rebrandé le tapis en tant que Power Pad et rebrandé ce jeu-là en tant que World Class Track Meet. Fait que ce jeu-là, il n'a pas été fabriqué beaucoup, puis il n'a vraiment pas été longtemps sur le marché. Mais il a été sur le marché, donc il compte dans le set complet, tu sais. Ça dépend pour qui. Moi,
Je le considère pas parce qu'il était retiré, mais bon, en même temps, si je l'avais, je ferais comme toi. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je l'ai payé 16 000. Tabarnak! Je l'ai acheté cette année, ça, en plus. Là. C'est nouveau pour moi, je l'ai acheté genre à fin décembre. Puis, rendu à ce niveau-là, cependant, c'est pas 16 000 de Smarties là, que j'ai acheté. C'est un convoité qui risque de continuer à prendre la valeur, qui fait que si je veux m'en débarrasser un moment donné parce que ça va mal ou il faut qu'il parte, ben je vais le vendre assez facilement d'après moi. T'sais. Puis avec la folie et la spéculation qu'il y a présentement, d'ailleurs, si j'envoyais ce jeu-là se faire grader, comme on parlait tantôt, j'ai vu des Stadium Events gradés, et puis les gens, ils essayaient de vendre ça pour 25 000, 30 000, donc c'est à voir. Ça me coûterait 1 000 à peu près faire grader ça à cause des assurances, la poste et tout, bien sûr. Là, s'ils perdent ça, ils perdent quelque chose de gros. C'est un jeu pourri. C'est un peu item de collection, dans le fond. C'est complètement une folie, mais je pouvais me le permettre, ou du moins, ça donne un coup dans mon budget. Je suis plus tranquille cette année, mais je suis très fier de posséder ça. Mais ça doit être tellement stressant de faire cette transaction-là. Peut-être raconter la transaction rapide parce que c'est quelqu'un un gars qu'on connaît, qui épluche beaucoup les petites annonces puis Marketplace. Il a vu une annonce sur Marketplace, jeu Nintendo à vendre. Il y avait 2 photos. La première photo, tu voyais la console. Puis si tu n'allais pas cliquer sur l'annonce pour voir les autres photos, tu ne voyais pas. Fait que lui est allé, il a vu que sur l'autre photo, il y avait une dizaine de jeux, dont ce jeu-là. Fait que là, il a pris son char, il est allé là direct. La personne demandait genre 100$ là, pour tout. Là. Fait qu'il a acheté tout ça. Puis, on peut dire qu'il a payé ce jeu-là 5$. Là, oh mon Dieu! Il a décidé de ne pas le garder. Il l'a vendu à un autre ami à nous, collectionneur, 16 000, qui était la valeur évaluée, que tout le monde était d'accord de. En fait, il a communiqué avec moi en premier. Moi, j'ai dit, à 12 000, je serais game là mais il n'était pas d'accord, il voulait plus. Finalement, juste 12 000. Ouais, c'est ça. Il a acheté 16, puis moi, ça m'est resté dans la tête. J'étais comme, Colin, En même temps, c'est rare que ça se présente de même, en personne, de des gens que tu connais, au lieu d'acheter ça des États-Unis, de le faire shipper. C'est stressant, là. Là, c'est quelqu'un que je connais qui est à Montréal, qui me le donne en main propre. Fait que c'est pour ça. Puis c'est ça, le collectionneur qui l'a acheté à 16 000, il a communiqué avec moi un an plus tard. Il a dit, là, je vends des affaires, j'ai besoin d'argent. Fait que là, j'ai accepté, je l'ai payé le prix que lui, il l'a payé à l'autre, là, dans le fond. Okay. Ça a été trouvé de même, quelque part dans les petites annonces dans le nord de la ville ou dans le Grand Montréal. Puis ça, tu le joues pas, là. Je veux dire, j'imagine que tu veux même pas le mettre dans la console. Tu le mets au soleil devant ta fenêtre. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis dans la console pour tester. Là, peut-être un moment donné, si les chums reviennent à la maison, là, on va se faire une joke, puis on va le mettre, puis on va sortir un power pad, puis on va courir. Aucune bière autour. Là. Ouais, c'est ça. Je veux pas le jouer. Là. Je le mets dans un case de plastique, puis mais je le mets à vue. J'aime ça le voir. Je trouve ça le fun à regarder. Ah, c'est trippant. Mais honnêtement, il y a plein de jeux, on fait souvent la blague. Nous, des fois, on appelle les jeux Nintendo l'or gris. Là. Des fois, ça choque des gens quand on dit ça. Mais sérieusement, il y a des jeux qu'on a achetés que si j'en avais acheté 10 au lieu d'un seul, j'aurais fait plus d'argent avec ça que mes REER tellement les prix, des fois, ils ont monté. Là. Je retrouve des courriels à un moment donné à la job, un jeu que j'avais demandé à la personne quel prix elle le vendait, puis elle le vendait 60$, puis j'avais fait comme, ah non, c'est trop cher. Puis c'est un jeu que j'ai racheté peut-être 8 ans plus tard pour 600$. C'est 10 fois plus cher. C'est souvent ça qui arrive. T'sais. Ce jeu-là, NES, c'est le deuxième jeu le plus cher de la librairie NES, Little Samson. Et puis, moi, je l'ai payé 1002 il y a quelques années de ça. Puis, présentement, je pense qu'il est rendu à 2000, 2002, là, justement. Là, il a jumpé il a quasiment doublé de prix. Là, fait que les jeux vidéo, effectivement, ils prennent de la valeur. C'est pas comme Fred dit. Ça peut avoir plus de rendement que des REER. Ouais. Ça, c'est un jeu qui est à chier, ça, ou c'est un jeu qui est le fun? Ah, il est bien, lui, quand même. Ah, lui, par contre.
OK. Sorti tellement loin. Quand il est sorti, la Super NES était déjà sortie. Et puis, il n'y a plus grand monde qui joue au NES de toute façon, tu sais, puis il n'y avait pas trop d'intérêt pour ça. Puis, c'est un jeu publié par Taito et développé aussi par Taito, je crois. Et puis, Taito, ils ont une couple de bons jeux comme ça, de fin de vie de NES, qui sont très recherchés parce qu'ils sont bons, puis ils valent cher. Puis c'est vraiment du bonbon, là, tu sais. Fait que ça c'en est un, là, tu sais. Ça, c'est parce que c'est bon, puis il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Puis ça a passé dans le vide dans le temps, là. Très nice. Hey, merci beaucoup, les gars. C'était super intéressant de vous jaser. Pour vrai, je sais que le monde va triper. Moi, je vais aller vous visiter, là. Je vais aller vous voir à la boutique. Avec tes cartons de... Peut-être de l'or. Tu peux laisser des CD gravés chez toi, par exemple. Oui, non, ça. Je vais peut-être faire. Vous voulez acheter 3 Dreamcast, puis juste m'en réparer une, puis je reparte avec. Je vais être bien content. Pour que je puisse jouer à Virtua Tennis, qui était mon jeu fétiche. Ben écoute, on fait tout ça à la boutique. Nous, on achète, on répare, on vend, on fait de l'échange aussi. Tu sais. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui viennent nous voir avec leur vieille collection de Super Nintendo, puis ils repartent avec des Nintendo Switch. Donc, c'est quand même une offre intéressante, je pense, qu'on a là. C'est très cool ce que vous faites. Ben merci, c'est super cool. Puis bon succès avec tout ça. Moi, je vais aller vous voir. Puis j'ai appris un paquet d'affaires que je savais pas. Je suis un casual gamer, moi. Fait que j'ai jamais vraiment deep dive là-dedans. Puis vous êtes vraiment calé. Puis vous l'expliquez super bien. Fait que merci beaucoup pour ce moment-là. Je vous retiens pas plus longtemps. On a busté le temps qu'on s'était dit bon. qu'on allait faire. Merci parfait. les gars. Merci. Salut. Ciao. Ciao.